À peine les pieds de Clara avaient-ils touché le sol du Montana que les premiers mots de Silas Cade la transpercèrent comme une lame d'hiver. Ne me souriez pas comme ça. Ne me regardez pas avec ces yeux pleins d'espoir. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Sa voix était rauque, brisée. Ma première femme est morte en hurlant mon nom, me suppliant de la sauver, elle et notre bébé. Je n'ai pas pu, alors je les ai enterrés tous les deux, et j'ai juré de ne plus jamais aimer. Vous êtes ici parce que j'ai besoin d'aide pour gérer cette terre, rien de plus. Si vous attendez de la chaleur, de l'affection ou quoi que ce soit qui ressemble à un vrai mariage, faites demi-tour et remontez dans cette diligence tout de suite, car tout ce qu'il me reste à vous offrir, c'est un silence glacial et des pièces vides. Avant de continuer l'histoire de Silas et Clara, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Restez avec nous jusqu'à la toute fin pour voir comment cet arrangement froid se transforme en quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. Et commentez ci-dessous en indiquant la ville depuis laquelle vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Les doigts de Clara agrippèrent la poignée de son sac de voyage usé si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Elle se tenait là, sur ce quai, le vent de novembre fouettant ses cheveux sombres sur son visage, et elle n'essuya pas les larmes qui commençaient à se former. Elle se contenta de le regarder. Ce grand homme buriné, avec des yeux de silex et une bouche durement dessinée. « Je comprends parfaitement, Monsieur Cad, dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Mais je dois vous dire quelque chose tout de suite, avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas ici parce que je n'avais nulle part où aller. J'avais des options en Ohio. 3 demandes en mariage, en fait. 2 de marchands, une d'un banquier. Elle releva le menton. Je vous ai choisi parce que votre lettre était la seule honnête que j'ai reçue. Vous ne m'avez pas promis la romance, le confort ou le bonheur. Vous m'avez promis exactement ce que vous venez de dire. Une transaction et de l'honnêteté. Monsieur Cade, cela vaut plus pour moi que de jolis mensonges. Silas la fixa un long moment, quelque chose vacillant derrière ses yeux froids. Vous êtes soit la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, soit la plus grande des folles. On m'a traité des deux. Clara ramassa son sac. Maintenant, allez-vous me montrer cette cabane ou allons-nous mourir de froid sur ce quai à discuter de mon caractère? Le trajet jusqu'à sa propriété dura 40 minutes et aucun d'eux ne prononça un seul mot. Le chariot cahotait sur le sol gelé et Clara étudiait du coin de l'œil l'homme à côté d'elle. Sa mâchoire était si serrée qu'elle pouvait voir le muscle tressaillir. Ses mains agrippaient les rênes avec une attention qui suggérait qu'il se cramponnait à bien plus que de simples lanières de cuir. Quand la cabane apparut enfin, Clara sentit son cœur se serrer malgré tous ses efforts. Elle était petite, grise, et semblait aussi accueillante qu'une tombe. « Ce n'est pas grand-chose, » dit platement Silas en arrêtant le chariot. « C'est un abri, » répondit Clara. « C'est plus que ce que certaines personnes ont. Vous n'avez pas à faire semblant d'être reconnaissante. » « Je ne fais pas semblant, Monsieur Cad. Je suis réaliste. » Elle descendit du chariot avant qu'il ne puisse lui proposer son aide, ce qu'elle soupçonnait qu'il n'avait de toute façon pas l'intention de faire. « J'ai vécu dans des endroits peu. La maison de mon premier mari à Cincinnati avait des rats dans les murs et de la moisissure dans tous les coins. Ceci ressemble à un palais en comparaison. » Silas se figea en train de dételer les chevaux. « Votre premier mari! Vous n'avez pas demandé si j'avais déjà été marié. Vous avez juste demandé si j'étais marié maintenant. » Clara sortit son sac du chariot. « J'ai été marié pendant 8 ans à un homme qui a bu chaque sou que nous avions et m'a blâmé pour ses échecs. Quand il est finalement mort d'alcoolisme il y a 2 ans, j'ai juré de ne plus jamais me marier, sauf à mes propres conditions. Votre lettre m'offrait exactement cela. Jésus-Christ. » Silas se passa une main sur le visage. « Vous êtes veuve. Vous aussi, d'après votre lettre. » Clara le regarda droit dans les yeux. « Est-ce que ça change quelque chose? » « Ça change. » Il s'arrêta, la mâchoire crispée. « Ça change tout et rien. Allez, entrons avant la nuit. » La cabane était exactement comme Clara s'y attendait, dépouillée, froide et totalement dépourvue de chaleur ou de personnalité. Une table en bois brut, 2 chaises, une cheminée en pierre, un lit simple dans un coin. Pas de rideau, pas de tapis, rien de doux ou d'accueillant. « Vous prendrez le lit, »
dit Silas en laissant tomber son sac près de la porte. Je dormirai près du feu. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas négociable. Son ton ne souffrait aucune discussion. Je vais allumer un feu. Il y a des haricots et du café dans le placard si vous avez faim. Clara le regarda s'agenouiller près de la cheminée, ses mouvements précis et exercés. Monsieur Cade, nous devrions probablement établir quelques règles. Je vous ai déjà dit les règles. Vous m'avez dit vos règles. J'en ai quelques-unes aussi. Elle déboutonna son manteau et le suspendit à une patère près de la porte. Premièrement, je cuisinerai, nettoierai et gérerai cette maison, mais je ne me tairai pas à ce sujet. Si quelque chose a besoin d'être réparé ou acheté, je vous le dirai. Si je pense que vous faites une erreur, je le dirai. J'ai passé 8 ans à me mordre la langue et j'en ai fini avec ça. Silas ne se retourna pas, mais ses épaules se tendirent. Deuxièmement, je ne m'attends pas à ce que vous m'aimiez, mais j'attends un respect élémentaire. Cela signifie que vous ne me parlez pas comme si j'étais stupide ou inutile, et je vous accorderai la même courtoisie. Troisièmement. Clara fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je sais que vous êtes en deuil, je le vois sur chaque ligne de votre visage. Dans la façon dont vous vous tenez, dans le vide de cette cabane, je ne vous pousserai pas à en parler. Mais si jamais vous le voulez, j'écouterai, sans jugement, sans pitié, juste en écoutant. Le feu prit, les flammes léchant le petit bois. Silas se releva lentement, le dos toujours tourné vers elle. Quand il se retourna enfin, son expression était indéchiffrable. « Vous avez fini pour l'instant? »« Bien, parce que j'ai aussi une règle. » Il croisa les bras. « Nous ne parlons pas du passé, ni du vôtre, ni du mien. Ce qui s'est passé avant que vous ne descendiez de cette diligence n'a plus d'importance. Nous partons de rien, et c'est exactement là que nous resterons. Compris? » Clara sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pas de la colère, mais une profonde tristesse douloureuse. Cet homme était si déterminé à rester enseveli dans sa douleur qu'il ne pouvait même pas reconnaître son existence. « Je comprends, dit-elle doucement, mais vous devriez savoir quelque chose, Monsieur Cade. »« Qu'est-ce que c'est? » »« Le rien n'existe pas. Vous pouvez prétendre que le passé est mort et enterré, mais il nous suit partout. Il est dans chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous ne disons pas. Vous pouvez appeler ça rien, autant que vous voulez, mais nous savons tous les deux que c'est un mensonge. La mâchoire de Silas se serra. Vous avez la langue bien pendue. Vous le saviez en lisant ma lettre. Je vous ai dit que je ne serais ni docile ni silencieuse. C'est vrai. Il attrapa son manteau sur le dossier d'une chaise. Je vais voir les chevaux et couper encore du bois. Faites comme chez vous, Madame Cade. La porte claqua derrière lui et Clara resta seule dans la cabane silencieuse. Elle ne pleura pas. Elle avait versé assez de larmes dans sa vie pour savoir qu'elle ne changeait rien. Au lieu de cela, elle retroussa ses manches et se mit au travail. Quand Silas revint 2 heures plus tard, les bras chargés de bois de chauffage, la cabane s'était transformée. Clara avait frotté la table et les chaises, balayé le sol, organisé les maigres provisions dans le placard et préparé un repas simple de haricots, de pain de maïs et de café. Elle avait aussi trouvé une courte pointe délavée dans le coffre au pied du lit et l'avait drapée sur la table en guise de nappe. Silas s'arrêta sur le seuil, regardant fixement. « C'était la courte pointe de ma mère, dit-il d'une voix étrange. Je l'ai trouvée dans le coffre, j'ai pensé... » Clara commença à se lever. « Si vous ne voulez pas que je l'utilise... » « Non. » Il posa le bois, s'approchant lentement de la table. Ses doigts tracèrent le bord de la courte pointe et Clara vit sa main trembler. « Non, c'est... Elle aurait voulu qu'on l'utilise. Elle l'a faite pour... » Il s'arrêta brusquement. « Elle devrait être utilisée. » Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence différent d'avant. Clara observait attentivement Silas, notant comment il gardait les yeux sur son assiette, comment sa mâchoire travaillait comme s'il mâchait des mots qu'il ne laissait pas sortir. « Ma mère m'a appris à faire des courtes pointes, » dit finalement Clara. « Je n'ai jamais été très douée. Mes points étaient toujours de travers, et je ne pouvais pas garder le motif droit pour sauver ma vie. Mais elle était patiente. Elle s'asseyait avec moi pendant des heures, me montrant le même point encore et encore jusqu'à ce que je le fasse correctement. » Silas leva les yeux et pour la première fois, elle vit autre chose que de la froideur dans ses yeux. «
Quand est-elle morte? L'année dernière. La grippe. Clara prit une gorgée de café. Je sais que vous avez dit que nous ne parlions pas du passé, mais parfois le passé a besoin d'être reconnu. Pas de s'y attarder, juste de le reconnaître. Reconnu, répéta lentement Silas. C'est un mot chic pour rouvrir de vieilles blessures ou pour les laisser guérir correctement au lieu de s'infecter. Il posa sa fourchette avec un soin délibéré. Vous allez être un problème, n'est-ce pas? Probablement. Clara ne sourit pas, mais quelque chose s'adoucit dans son expression. Mais je serai un problème utile. Cette cabane sera propre, vos repas seront chauds et vos vêtements seront raccommodés. Et en retour, vous me donnerez un toit sur la tête et la liberté de vivre sans peur. C'est la transaction que nous avons convenue. Et toutes ces discussions sur le passé, la guérison et la reconnaissance des blessures, c'est juste moi qui suis humaine, Monsieur Card. Vous pouvez l'ignorer si vous voulez, mais je ne cesserai pas d'être humaine juste pour vous mettre plus à l'aise. Silas se recula de la table et se leva. Je vais me coucher. Merci pour le repas. De rien. Il s'arrêta à la porte de la chambre. Clara. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Oui. Le nom de ma première femme était Rebecca. Elle est morte en couche il y a 3 ans. Le bébé est mort aussi. Sa voix était plate, sans émotion, mais Clara pouvait entendre l'agonie en dessous. Je vous le dis une fois et nous n'en reparlerons plus jamais. Mais vous devriez savoir pourquoi cette cabane ressemble à une tombe. Parce que pendant 3 ans, c'est exactement ce qu'elle a été. Avant que Clara ne puisse répondre, il disparut dans la chambre et ferma la porte. Clara resta assise à la table pendant un long moment, son café refroidissant dans sa tasse. Elle comprenait maintenant. Comprenait le vide, la colère, la détermination à ne rien ressentir. Silas Cade n'avait pas engagé une épouse. Il avait engagé une gouvernante, car engager quelqu'un pour partager son chagrin était trop terrifiant à envisager. Mais Clara n'était pas venue au Montana pour n'être qu'une gouvernante. Elle était venue pour construire une nouvelle vie, et que Silas le veuille ou non, cela signifiait la construire ensemble. Le lendemain matin, Clara se réveilla avant l'aube et constata que Silas était déjà parti. Une note sur la table disait « Parti vérifier la clôture. De retour vers midi. N'attendez pas pour le petit déjeuner. » Clara froissa la note et la jeta dans le feu. Puis elle prépara un petit déjeuner complet, œufs, bacon, biscuits et sauce, et le laissa réchauffer près du foyer. Quand Silas revint à 11 heures, son visage était brûlé par le vent et son humeur était exécrable. « Je vous avais dit de ne pas attendre pour le petit déjeuner, dit-il en enlevant son manteau. Je n'ai pas attendu. J'ai cuisiné. Il y a une différence. » Clara lui tendit une assiette. Mangez avant que ça ne refroidisse. Il mangea debout, enfournant la nourriture dans sa bouche comme un homme qui avait oublié le goût d'un vrai repas. Quand il eut fini, il posa l'assiette avec un bruit sourd. Vous n'aviez pas à faire tout ça. Je sais, je le voulais. Clara prit l'assiette pour la laver. Comment va la clôture? Elle a besoin de réparation. Elle a toujours besoin de réparation. Il s'assit lourdement sur une des chaises. Écoutez, à propos d'hier soir, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Je n'explique pas. Je clarifie quelque chose. Sa voix était de nouveau dure, défensive. Ce que je vous ai dit ne change pas notre arrangement. Nous ne sommes toujours qu'une transaction. Je sais. Clara sécha ses mains sur son tablier et se tourna pour lui faire face. Monsieur Cade, vous pouvez dire ce mot 100 fois et ça ne le rendra pas vrai. Mais si ça vous rassure de prétendre que c'est tout ce que c'est, alors prétendez. Je ne vais pas me disputer avec vous à ce sujet. Me rassurer? Son rire était amer. Vous pensez que j'ai peur. Je pense que vous êtes terrifié et je pense que vous avez toutes les raisons de l'être. Clara s'assit en face de lui. Perdre quelqu'un que vous aimez ne brise pas seulement votre cœur, Monsieur Card. Ça brise votre confiance dans le monde. Ça vous fait croire que se soucier de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, c'est juste s'exposer à plus de douleur. Je le sais parce que j'ai ressenti la même chose après la mort de ma mère. Je le ressens encore parfois. Les mains de Silas se crispèrent en poing sur la table. Vous ne savez rien de ce que je ressens. Vous avez raison. Je ne sais pas. Mais je sais ce que je ressens et je soupçonne que nous ne sommes pas si différents. Elle le regarda fixement. Je ne suis pas ici pour vous réparer.
vous guérir ou vous faire ressentir quoi que ce soit que vous ne voulez pas ressentir, mais je suis là et je ne vais nulle part. Et finalement, vous devrez l'accepter. Pendant un long moment, ils se regardèrent fixement, puis Silas se leva brusquement. J'ai du travail à faire, dit-il d'un ton bourru. J'en suis sûr. Il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta la main sur le loquet. Clara. Oui? Ces biscuits, ils étaient moches, mais là que bons, en fait. Puis il fut parti, laissant Clara seule avec le fantôme de quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Les jours s'installèrent dans un rythme après cela. Silas partait à l'aube et revenait au crépuscule, et Clara s'occupait de la cabane. Elle cuisinait, nettoyait, raccommodait et organisait. Mais elle fit aussi autre chose. Elle commença à faire de la cabane un foyer. Elle trouva des fleurs sauvages près du ruisseau et les mit dans un bocal sur la table. Elle suspendit des rideaux qu'elle avait cousus à partir d'un vieux drap. Elle arrangea les quelques livres de Silas sur une étagère qu'elle avait dégagée et époustée. Silas ne commenta jamais ces changements, mais Clara remarqua qu'il commençait à rentrer plus tôt et qu'il s'attardait à table après les repas au lieu de disparaître immédiatement. Un soir, environ 2 semaines après l'arrivée de Clara, Silas rentra et la trouva en train de lutter pour déplacer le lourd coffre de la chambre à la pièce principale. « Qu'est-ce que vous fabriquez » demanda-t-il en laissant tomber ses outils et en se précipitant. « Je déplace ce coffre. Je pensais qu'il serait mieux ici et que je pourrais. Vous allez vous faire mal. » Il attrapa une extrémité du coffre. À 3. 1, 2, 3. Ensemble, ils soulevèrent le coffre et le portèrent à l'endroit que Clara avait dégagé près du mur. Quand ils le posèrent, ils étaient tous les deux essoufflés, et les cheveux de Clara s'étaient détachés de ses épingles. « Merci, dit-elle en repoussant les cheveux de son visage. « À quoi bon le déplacer? Pour que vous puissiez l'utiliser comme siège près du feu, et pour que je puisse y ranger mes affaires de couture sans qu'elles soient dans la chambre. » Clara ouvrit le coffre et commença à en sortir de vieilles couvertures. « En plus, ça nous donne plus d'espace dans la... » Elle s'arrêta brusquement, sa main se refermant sur quelque chose de petit et dur. Quand elle le sortit, elle vit que c'était un minuscule chausson tricoté, jaune pâle et incroyablement petit. L'air dans la cabane devint mortellement silencieux. Le visage de Silas était devenu complètement blanc. « Donnez-moi ça, Monsieur Cade. Donnez-moi ça. » Sa voix tremblait d'une rage à peine contenue. Clara le lui tendit sans un mot, et Silas le lui arracha de la main. Il le fixa un long moment, la mâchoire crispée, la respiration rauque. Puis il se tourna et le jeta dans le feu. Non. Clara se jeta en avant, mais Silas attrapa son bras. Ne faites pas ça. C'était à votre enfant. Je sais ce que c'était. Il lâcha son bras et recula, passant les 2 mains dans ses cheveux. Christ, je sais ce que c'était. Rebecca en avait fait tout un ensemble. 6 paires. Elle était si sûre, si sacrément sûre que tout irait bien. Clara regarda le chausson se recroqueviller et noircir dans les flammes, le cœur brisé pour cet homme brisé. Je suis désolé, je ne voulais pas. Personne ne veut jamais. La voix de Silas était creuse. Mais ça arrive quand même. La douleur continue d'arriver, encore et encore, peu importe à quel point on essaie de l'enterrer. Alors peut-être que vous devriez arrêter d'essayer de l'enterrer. Sa tête se releva d'un coup. Quoi? Vous m'avez entendu. La voix de Clara était douce mais ferme. Vous gardez tout ce chagrin enfermé en vous et vous pensez que ça vous rend fort. Mais ce n'est pas le cas, Monsieur Cade. Ça vous rend juste seul. Je préfère être seul que... Que quoi? Que risquer de se soucier à nouveau de quelqu'un? Que risquer d'être heureux? Clara fit un pas vers lui. Est-ce vraiment comme ça que vous voulez passer le reste de votre vie? Parce que si c'est le cas, vous auriez dû rester seul. Vous n'auriez pas dû m'envoyer chercher. Je vous ai envoyé chercher parce que j'avais besoin d'aide pour gérer cet endroit. Menteur. Le mot était doux mais dévastateur. Vous m'avez envoyé chercher parce que vous ne supportiez plus le silence. Vous m'avez envoyé chercher parce qu'au fond de vous, quelque part sous toute cette colère et ce chagrin, vous savez que vous ne pouvez pas vivre comme ça pour toujours. Les mains de Silas tremblaient. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vraiment? Clara se rapprocha encore. Je sais ce que c'est que de se réveiller chaque matin en souhaitant ne pas l'avoir fait. Je sais ce que c'est que de faire les gestes de la vie
sans être vraiment vivant. J'ai passé 2 ans comme ça après la mort de ma mère. Et si je n'avais pas fait le choix de changer, j'y serais encore. Perdu, vide, existant à peine. Et vous pensez que venir au Montana a changé ça? Je pense que faire un choix a changé ça. N'importe quel choix. Avancer au lieu de rester bloqué. Les yeux de Clara croisèrent en des siens. Vous m'avez envoyé chercher parce qu'une partie de vous, aussi petite soit-elle, voulait aussi avancer. Vous ne pouvez juste pas encore l'admettre. Silas se détourna d'elle, les épaules rigides. Quand il parla, sa voix était à peine un murmure. « Et si je ne peux pas? Et si ça? » Il fit un vague geste vers lui-même. « Et tout ce qu'il me reste? » « Alors nous ferons avec, » dit simplement Clara. « Mais je ne crois pas que ce soit tout ce qu'il vous reste, et je ne pense pas que vous le croyez non plus. » Le lendemain matin, quand Clara se réveilla, elle trouva une petite boîte en bois sur la table. À l'intérieur se trouvaient les 5 paires restantes de chaussons de bébé, soigneusement pliés et conservés. Silas était parti comme d'habitude, mais il y avait une note. « Vous aviez raison. Certaines choses ne devraient pas être brûlées. » Clara ferma doucement la boîte et la replaça dans le coffre, la gorge serrée par l'émotion. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était même pas encore de l'amitié. Mais c'était un début. Et parfois, un début était tout ce dont on avait besoin. Ce petit geste changea quelque chose entre eux, bien qu'aucun n'aurait appelé cela de la douceur. Au cours de la semaine suivante, Silas commença à parler. Pas de Rebecca ou du bébé. Ses blessures étaient encore trop vives. Mais de petites choses, la qualité du foin, un coyote qu'il avait repéré près du pâturage nord, un poteau de clôture à remplacer avant que l'hiver ne frappe fort. Clara écoutait chaque mot, répondant avec ses propres observations. Elle avait remarqué que la porte du poulailler était de travers. Le toit de la véranda fuyait quand il pleuvait. L'eau du puits avait commencé à avoir un goût étrange. « Je réparerai la porte du poulailler demain, » dit Silas un soir au souper, « et je vérifierai le puits. Mon père m'a appris à les nettoyer. » Silas leva les yeux de son assiette. « Votre père vous a appris à nettoyer les puits. Mon père m'a appris beaucoup de choses que la plupart des femmes n'apprennent pas. Il avait 5 filles et aucun fils. Nous avons toutes appris à faire ce qui devait être fait. » Clara beurra un morceau de pain. « Je peux aussi ferrer un cheval, réparer une clôture et tirer avec un fusil assez bien pour toucher ce que je vise. » Vous êtes pleine de surprises, Madame Cade. Vous aussi, Monsieur Cade. Clara le regarda dans les yeux. « Par exemple, je suis surprise que vous ne m'ayez pas demandé d'arrêter de vous appeler Monsieur Cade. Nous sommes mariés depuis 3 semaines maintenant. Préféreriez-vous que je vous appelle Clara? Je préférerais que nous arrêtions tous les deux d'être si formels l'un avec l'autre. C'est épuisant. » La bouche de Silas tressaillit. Pas tout à fait d'un sourire, mais presque. « D'accord, Clara. Vous pouvez m'appeler Silas. »« Merci, Silas, » dit-elle délibérément, testant la sensation de son nom. « Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Plus difficile que vous ne le pensez. » L'honnêteté dans sa voix fit faire une pause à Clara. Elle posa son pain et le regarda attentivement. « Pourquoi? Parce qu'utiliser votre prénom rend cela réel. Et si c'est réel, alors... » Il s'arrêta, la mâchoire se crispant. « Alors ça pourrait faire mal quand ça se terminera, » finit doucement Clara. « Je sais, je le ressens aussi. » Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de cet aveu suspendu entre eux. « Ça n'a pas à se terminer, » dit finalement Silas, si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre. « Non, » acquiesça Clara, « ça n'a pas à se terminer. » Mais l'univers avait d'autres plans. 2 jours plus tard, un cavalier arriva en trombe à la cabane juste après l'aube. Clara entendit les sabots et se précipita dehors pour trouver un jeune homme qu'elle ne reconnaissait pas, tombant presque de son cheval. « Où est Cade? » haleta-t-il. « Dans la grange, qu'est-ce qui ne va pas? »« Des accapareurs de terre. Ils ont attaqué la propriété des Henderson la nuit dernière. Ils les ont brûlés vifs. Le vieux Henderson est mort et sa femme est à peine en vie. Ils viennent par ici, attaquant toutes les petites fermes. » Le jeune homme, à peine 20 ans, réalisa Clara, tremblait. Le shérif essaie de rassembler des hommes pour les arrêter, mais ils sont au moins une douzaine, peut-être plus. Silas sortit de la grange, le visage sombre. « Combien d'hommes le shérif a-t-il? »« Peut-être 8, moi y compris. Nous avons besoin de tous les hommes valides. » Le cavalier regarda Clara.
Madame, vous devriez emballer ce que vous pouvez porter et aller en ville. Ce n'est pas sûr ici. Je ne pars pas, dit immédiatement Clara. Clara, commença Silas. J'ai dit que je ne partais pas. C'est aussi ma maison. Elle se tourna vers le cavalier. Combien de temps avons-nous? Des heures, peut-être. Il se déplace vite et ne laisse pas de témoins. L'expression de Silas était indéchiffrable. Va dire au shérif que je serai là dans 20 minutes et envoie quelqu'un pour avertir les Mitchell et les Cooper. Le cavalier hocha la tête et partit, laissant Silas et Clara debout dans la cour. Tu dois aller en ville, dit Silas, la voix dure. Non. Clara, ces hommes sont des tueurs. Ils ont brûlé les Henderson vifs dans leur propre maison. Alors tu auras besoin de quelqu'un pour surveiller tes arrières ici. Quelqu'un qui sait tirer. Clara croisa les bras. Tu as dit que je pouvais toucher ce que je vise. Laisse-moi le prouver. Ce n'est pas un jeu. Je sais que ce n'est pas un jeu. La voix de Clara monta pour égaler la sienne. Les Henderson sont morts. D'autres personnes mourront si ces salauds ne sont pas arrêtés. Alors, tu peux soit perdre du temps à te disputer avec moi, soit accepter que je reste et me dire ce qu'il faut faire. Silas la fixa un long moment, et Clara vit quelque chose changer dans ses yeux. De la peur, peut-être, ou du respect, possiblement les deux. « Sais-tu vraiment tirer? » demanda-t-il. « Et c'est moi. » Il entra dans la cabane et en sortit avec 2 fusils et une arme de poing. Il tendit à Clara l'un des fusils, puis aligna des boîtes de conserve sur le poteau de clôture à 30 mètres de là. « Montre-moi, dit-il. » Clara leva le fusil, visa soigneusement et tira 5 fois en succession rapide. Les 5 boîtes de conserve volèrent du poteau. Les sourcils de Silas se haussèrent. « Jésus-Christ, ton père t'a bien appris. »« Mon père m'a appris à survivre. Maintenant, dis-moi le plan. » Ils passèrent les 15 minutes suivantes à se préparer. Silas chargea toutes les armes qu'ils avaient. 3 fusils, 2 armes de poing et un vieux fusil de chasse qui avait appartenu à son père. Clara remplit des seaux d'eau et les plaça stratégiquement autour de la cabane en cas d'incendie. Ils déplacèrent tout ce qui avait de la valeur dans la cave à légumes et couvrirent l'entrée de terre et de broussailles. « S'ils viennent pendant que je suis parti, » dit Silas, vérifiant son fusil une dernière fois, « tu te caches dans cette cave et tu n'en sors pas avant d'entendre ma voix. Compris? Et si je n'entends pas ta voix, sa mâchoire se serra. Alors tu attends jusqu'à demain matin et tu pars en ville aussi vite que ce cheval peut te porter. Silas, promets-moi. » Clara, ses mains agrippèrent ses épaules, et pour la première fois, elle vit une peur réelle dans ses yeux. « Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. »« Je le promets si tu promets la même chose. » « Ce n'est pas moi qui reste ici seul. Non, c'est toi qui pars te battre contre une douzaine de tueurs armés. Alors promets-moi, Silas Cade, que tu reviendras, parce que je ne suis pas venu jusqu'au Montana juste pour devenir veuve une deuxième fois. » Les mots restèrent en suspens entre eux, bruts et honnêtes. Les mains de Silas étaient toujours sur ses épaules, et Clara pouvait les sentir trembler. « Je reviendrai, dit-il rudement, je le jure. » Puis il fit quelque chose qui les choqua tous les deux. Il la serra dans une étreinte brève et féroce. Cela ne dura que quelques secondes, mais Clara sentit le désespoir, la peur, les choses non dites qu'aucun d'eux n'était prêt à dire. Quand il s'écarta, son visage était de nouveau fermé, sur ses gardes. « Reste en sécurité. Toi aussi. » Clara le regarda partir à cheval, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Puis, elle ramassa le fusil et alla surveiller la route. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur angoissante. Clara se positionna près de la fenêtre, le fusil sur ses genoux, les yeux scrutant l'horizon. Chaque bruit la faisait sursauter. Le vent qui faisait vibrer les volets, un oiseau qui s'envolait, le craquement de la cabane qui se tassait. Alors que le soleil montait, ses nerfs se tendirent davantage. Elle essaya de rester calme, de se concentrer, mais son esprit ne cessait de conjurer des images horribles. Silas gisant mort dans la poussière, la cabane en feu, ces hommes venant de la chercher. « Arrête ça, se dit-elle fermement. La peur ne t'aidera pas. Concentre-toi. » Vers midi, elle l'entendit. Le crépitement lointain des coupes de feu. Pas proche, mais pas loin non plus. Peut-être à 5 kilomètres au sud, près de l'endroit où se trouvait la propriété des Henderson. Les tirs venaient par rafales,
rapide et chaotique, puis se turnent. Les mains de Clara se resserrèrent sur le fusil. Elle attendit, écoutant si attentivement que sa tête lui faisait mal. D'autres tirs, plus proches cette fois. Puis des brises de sabots rapides. Clara s'éloigna de la fenêtre et se positionna derrière la porte, le fusil levé. Son cœur battait de la chamade, sa bouche était sèche. Les brides de sabots s'amplifièrent, se rapprochèrent jusqu'à ce que... Clara, c'est moi. Elle faillit s'effondrer de soulagement. Elle ouvrit la porte en grand pour trouver Silas descendant de cheval, son visage strié de saleté et de ce qui aurait pu être du sang. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle en se précipitant vers lui. « Pas mon sang. » Il attrapa son bras, les yeux fous. « On les a dispersés, mais 3 se sont échappés et se dirigent par ici. Ils seront là d'une minute à l'autre. Il faut qu'on... » Il n'eut pas le temps de finir. 3 cavaliers apparurent sur la crête, arrivant au grand galop. C.S. poussa Clara vers la cabane. « Rentre maintenant !» Mais Clara avait déjà levé son fusil. Elle visa le cavalier de tête et tira. L'homme fut projeté en arrière et tomba de sa selle. « J'ai dit de rentrer !» rugit Silas en tirant avec son propre fusil. « Je ne me cache pas pendant que tu te bats seul !» Clara tira de nouveau, manquant sa cible cette fois. Les 2 cavaliers restants se séparèrent, l'un contournant vers la grange, l'autre se dirigeant vers la cabane. Silas tira sur celui près de la grange, l'atteignant à l'épaule. L'homme fit demi-tour avec son cheval en jurant. Clara se concentra sur celui qui chargeait la cabane. Il était proche maintenant, assez proche pour qu'elle puisse voir le rictus cruel de sa bouche, le pistolet dans sa main se levant pour viser Silas. Elle ne réfléchit pas, elle tira. La tête de l'homme bascula en arrière et il tomba de son cheval. L'animal continua de courir, traînant son cavalier mort. Clara resta figée, regardant ce qu'elle avait fait. Elle avait tué un homme. Elle avait vraiment tué un autre être humain. « Clara !» Silas l'attrapa et la tira au sol juste au moment où une balle fit éclater le cadre de la porte où sa tête se trouvait. Le cavalier blessé tirait de derrière l'abreuvoir. Sa visée était imprécise mais dangereuse. Silas riposta, forçant l'homme à se baisser. « Recharge !» Les mains de Clara tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine le faire, mais elle réussit à mettre de nouvelles cartouches dans le fusil. Silas tira encore et encore. Maintenant, le tireur a couvert. « À 3, on le charge, » dit Silas. « Tu vas à gauche, je vais à droite. Il ne peut pas nous tirer dessus tous les 2. » « C'est ça ton plan? Tu as une meilleure idée? Donne-moi 30 secondes. » Clara lui tendit son fusil et attrapa l'arme de poing. Puis, avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle courut à l'arrière de la cabane. « Clara, bon sang !» Elle l'ignora, contournant la grange. Son cœur essayait de sortir de sa poitrine et ses mains tremblaient encore, mais elle continua d'avancer. Elle pouvait entendre Silas tirer encore, gardant l'attention de l'homme vers l'avant. Clara se glissa le long de la grange jusqu'à ce qu'elle puisse voir l'abreuvoir. Le tireur était entièrement concentré sur Silas, rechargeant sa propre arme. Clara leva l'arme de poing, prit une inspiration et sortit à découvert. « Jette ton arme !» cria-t-elle. L'homme se tourna vers elle et Clara vit ses yeux s'écarquiller de surprise. Puis son visage se tordit de rage et il commença à lever son arme. Clara tira la première, puis encore et encore. L'homme s'effondra. Silas apparut en courant, le fusil prêt, le visage blanc. « Tu es folle, il aurait pu te tuer. » Mais il ne l'a pas fait. Clara baissa l'arme de poing, regardant le deuxième corps. « Est-ce qu'il est... » Oh, n'est-ce pas? Silas prit doucement l'arme de sa main. « Tu as fait ce que tu devais faire. J'ai tué 2 hommes. » La voix de Clara lui parut étrange, distante et creuse. « J'ai pris 2 vies humaines. Il nous aurait tués tous les 2 sans hésitation. » Silas la tourna pour lui faire face, ses mains sur ses épaules à nouveau. « Écoute-moi, Clara, tu n'es pas une meurtrière. Tu es une survivante. Il y a une différence. » Clara voulait le croire, mais tout ce qu'elle voyait, c'étaient ces 2 corps gisant dans la poussière. 2 hommes qui s'étaient réveillés ce matin vivants et qui étaient maintenant morts à cause d'elle. Ses jambes fléchirent. Silas la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, les faisant asseoir tous les 2. Il la tint pendant qu'elle tremblait, ne disant rien, la tenant juste. « Je pensais que j'étais prête, » murmura Clara. « Je pensais savoir ce que ce serait. Personne ne sait ce que c'est avant que ça n'arrive. » La voix de Silas était rauque. « Et puis tu dois vivre avec. »
Ils restèrent assis là pendant un long moment, tandis que l'adrénaline se dissipait et les laissait tous deux épuisés. Finalement, Silas bougea. Nous devons nous occuper des corps, et je dois retourner dire au shérif ce qui s'est passé ici. Il aida Clara à se relever. Tu peux gérer? Clara se redressa et releva le menton. Je peux gérer. Ils travaillèrent dans un silence sinistre, traînant les corps loin de la cabane. Silas les emmènerait dans ville plus tard, dit-il. Pour l'instant, ils devaient sécuriser la propriété et s'assurer qu'aucun autre cavalier n'arrivait. Alors que le soleil commençait à se coucher, Silas se permit enfin de vérifier l'état de Clara. Elle était assise à la table, les mains enroulées autour d'une tasse de café, fixant le vide. « Parle-moi, dit-il doucement, s'asseyant en face d'elle. « De quoi? De tout ce qui te passe par la tête en ce moment. » Clara rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. « Tu veux savoir à quoi je pense? Je pense que je suis venu au Montana pour commencer une nouvelle vie, et en moins d'1 mois, j'ai tué 2 hommes. Je pense que je devrais me sentir coupable ou horrifié ou quelque chose, mais surtout, je me sens juste engourdi. C'est normal, ça? » Elle le regarda enfin dans les yeux. « Est-ce normal de s'asseoir ici et de se demander si ces hommes avaient des familles? S'ils avaient des familles ou des enfants qui ne sauront jamais ce qui leur est arrivé? Ces hommes ont fait leur choix. Ils ont choisi de terroriser et d'assassiner des innocents. Ils ont choisi de venir ici avec la violence dans leur cœur. » Silas tendit la main sur la table et prit la sienne. « Tu n'as pas choisi ça, Clara. Tu as juste choisi de survivre. » Clara baissa les yeux sur leurs mains jointes. La paume de Silas était cailleuse et chaude, et elle se surprit à la serrer plus fort qu'elle n'aurait probablement dû. « Quand j'ai tiré ce premier coup, dit-elle doucement, tout ce que je pouvais penser, c'est que si je ne le faisais pas, tu mourrais, et je ne pouvais pas laisser ça arriver. » Silas était très calme. « Pourquoi? » Parce que Clara s'arrêta, ne sachant pas comment finir cette phrase. Parce qu'elle tenait à lui, parce qu'en 3 courtes semaines, il était devenu important pour elle. Parce que la pensée de le perdre lui faisait mal à la poitrine d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de sa mère. « Parce que tu es mon mari, » dit-elle finalement, choisissant la voie de la lâcheté. Mais Silas ne se laissa pas berner. « Est-ce la seule raison? Est-ce que ça a de l'importance? » Ça pourrait. Son pouce effleura ses jointures, un geste si doux qu'il lui serra la gorge. « Clara, ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as risqué pour moi, ce que nous avons tous les deux risqué l'un pour l'autre, corrigea-t-elle. C'est juste. » Il sourit, et c'était un vrai sourire cette fois, petit mais sincère. « Nous formons une bonne équipe. » « Oui, c'est vrai, » Clara lui rendit son sourire. « Bien que je préférerais que notre prochaine collaboration n'implique pas autant de sang. » D'accord. Ils restèrent assis là dans la lumière déclinante, les mains toujours jointes, aucun ne voulant lâcher prise. Dehors, le vent se leva, faisant vibrer les volets. À l'intérieur, quelque chose avait de nouveau changé entre eux. Un autre mur qui tombait, une autre barrière qui s'effritait. « Je devrais aller voir les chevaux, » dit Silas, mais il ne bougea pas. « Tu devrais, » acquiesça Clara. Mais elle ne lâcha pas sa main. « Clara. »« Oui, je suis content que tu ne sois pas allé en ville. Je suis content que tu sois resté. » Il fit une pause, puis ajouta, « Même si tu m'as fait une peur bleue. » « Je me suis fait peur aussi, » admet Clara. « Mais je le referai sans hésiter. Je sais que tu le ferais. C'est ce qui me fait le plus peur. » Il se leva alors, lâchant enfin sa main, et Clara sentit la perte de sa chaleur comme une douleur physique. Elle le regarda se diriger vers la porte, les épaules tendues, les mouvements délibérés. Il s'arrêta la main sur le loquet. « Je dois te dire quelque chose. »« Quoi? » « Quand ces cavaliers sont arrivés et que je t'ai vu là, avec ce fusil, refusant de te cacher. » Sa voix se brisa. « Tout ce que je pouvais penser, c'est que je ne pouvais pas te perdre. Pas toi non plus. » Le souffle de Clara se coupa. « Silas, je sais ce que nous avons dit. Je sais que ce n'était censé être qu'une transaction, juste un arrangement, mais quelque part en chemin, ça a cessé de l'être, du moins pour moi. » Il se tourna pour lui faire face et la vulnérabilité brute dans ses yeux fit bégayer le cœur de Clara. « Je ne sais pas comment appeler cette chose entre nous. Je ne sais pas si je suis prête à l'appeler quoi que ce soit, mais j'ai besoin que tu saches que c'est réel et que ça me terrifie. » Clara se leva lentement, les jambes instables. « Ça me terrifie aussi.
Pourquoi? Parce que se soucier de quelqu'un signifie qu'on peut le perdre. Et j'ai perdu assez de gens dans ma vie pour savoir exactement à quel point ça fait mal. Alors, qu'est-ce que qu'on fait? Clara traversa la pièce pour se tenir devant lui. On fait un choix. On peut laisser la peur gagner, garder tous ces murs et rester en sécurité, mais seul. Ou on peut prendre le risque et voir où ça nous mène. Et si ça se termine mal, alors au moins on aura essayé. Clara leva la main et toucha son visage, sentant le chaume rugueux sous sa paume. Je ne suis pas venu au Montana pour jouer la sécurité, Silas. Je suis venu pour vivre. Vraiment vivre. Et je ne peux pas faire ça si j'ai trop peur de prendre des risques. Silas couvrit sa main avec la sienne, la pressant contre sa joue. Tu es plus courageuse que moi. Non, je suis juste plus têtue. Elle sourit. Et je pense que tu es très courageux. Tu as juste besoin de t'en souvenir. Pendant un long moment, ils restèrent là, assez proches pour sentir le souffle de l'autre, suspendus dans un moment qui semblait à la fois sans fin et fugace. Puis Silas baissa la tête et l'embrassa. Ce n'était pas passionné ou désespéré. C'était doux, hésitant, comme une question posée. Clara répondit en se penchant vers lui, sa main libre venant se poser sur sa poitrine. Elle pouvait sentir son cœur battre la chamade sous sa paume, correspondant au rythme sauvage du sien. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux tremblaient. C'était, commença Silas. Un début, finit Clara. Juste un début. Est-ce que ça suffit pour l'instant? Oui. Elle recula, leur donnant à tous les deux de l'espace pour respirer. Va voir les chevaux. Je vais nous préparer à souper et ensuite nous verrons ce qui vient après. Silas hocha la tête, mais il ne bougea pas immédiatement. Il la regarda simplement, la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Quoi? Demanda Clara, soudainement mal à l'aise. Je réalise juste à quel point j'ai de la chance que tu aies répondu à ma lettre. La chance n'a rien à voir là-dedans. Je t'ai choisi. Tu te souviens? 3 propositions et j'ai choisi la plus honnête. La meilleure décision que tu aies jamais prise? Clara fit semblant de réfléchir. Redemande-moi dans 3 semaines. Silas rit, un vrai rire sincère qui transforma tout son visage. Clara se surprit à rire aussi, et pendant un instant, le poids de la journée s'allégea. Puis Silas redevint sérieux. Nous devons encore parler de ce qui va se passer. Les accapareurs de terre sont peut-être dispersés, mais le problème n'est pas réglé. Des hommes comme ça reviennent toujours. Alors nous les affronterons ensemble, comme aujourd'hui. Ensemble, répéta Silas, testant le mot. J'aime le son de ça. Moi aussi. Il partit alors, se dirigeant vers la grange, et Clara resta seule dans la cabane qui commençait lentement à ressembler à un foyer. Ses mains étaient plus stables maintenant, et l'engourdissement s'estompait, remplacé par une certitude tranquille. Elle avait tué 2 hommes aujourd'hui. Ce poids resterait avec elle, probablement pour le reste de sa vie. Mais elle avait aussi sauvé la vie de Silas, et il avait sauvé la sienne. Et dans ce moment de crise, ils étaient devenus plus que 2 étrangers liés par un document légal. Ils étaient devenus des partenaires. Clara se mit à préparer le souper, ses mouvements automatiques. En travaillant, elle se surprit à fredonner, un air que sa mère chantait. Quelque chose sur l'amour qui arrive quand on s'y attend le moins. Elle s'était attendue à un pragmatisme froid en venant au Montana. Un toit sur la tête, un respect de bail, peut-être un peu de compagnie si elle avait de la chance. Elle ne s'était pas attendue à ça. Cette chaleur qui se propageait dans sa poitrine, cet espoir qui fleurissait malgré tout. Ce sentiment que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé exactement où elle était censée être. Quand Silas revint, il trouva la table mise et Clara qui l'attendait avec un sourire qui n'était pas là il y a 3 semaines. « Tu es de meilleure humeur, observa-t-il. Je choisis de l'être, dit simplement Clara. Nous pourrions nous asseoir ici et nous lamenter sur toutes les choses horribles qui se sont passées aujourd'hui, ou nous pourrions manger ce repas, être reconnaissants d'être tous les deux en vie, et nous souvenir que demain est un autre jour. Tu fais comme si c'était facile. Ce n'est pas le cas, mais c'est nécessaire. » Elle lui tendit une assiette. « Assieds-toi, c'est mange, et raconte-moi le reste du combat. Je veux savoir ce qui s'est passé après ton départ. » Alors Silas lui raconta la bataille rangée à travers les contreforts, comment les hommes du shérif avaient réussi à tuer 4 des accapareurs de terre et à en capturer 3 autres. Comment les quelques restants s'étaient dispersés dans les montagnes, se dirigeant probablement vers le Canada ou le Wyoming.
Le shérif dit que nous devrions être en sécurité maintenant, finit Silas. Mais il veut que nous restions tous vigilants. Ces choses ont tendance à revenir. Alors nous serons prêts. Ils finirent de manger dans un silence confortable, et alors que Clara débarrassait les assiettes, elle sentit le regard de Silas sur elle. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de prendre des risques et de vivre vraiment. » Il se leva et vint se tenir à côté d'elle. « Je veux essayer, Clara. Je veux essayer d'être le genre d'homme qui mérite ce que tu offres. Tu es déjà cet homme. Tu as juste besoin d'y croire. » Silas prit de nouveau sa main, et cette fois, il ne la lâcha pas. Ils restèrent là dans la lumière de la lampe, les mains jointes, et Clara sentit le changement dans l'air entre eux. Quelque chose de fragile et de nouveau, comme la première glace qui se brise sur un ruisseau au printemps. « J'ai réfléchi, dit Silas, la voix rauque. Peut-être qu'il est temps que j'arrête de dormir près du feu. » Le cœur de Clara manqua un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je veux dire que c'est ta maison autant que la mienne. Et si nous devons être des partenaires, de vrais partenaires, alors peut-être que nous devrions commencer à agir comme tels. » Il fit une pause, son pouce traçant des cercles sur sa paume. « Sauf si tu n'es pas prête pour ça. Et toi? » « Je ne sais pas, mais je suis fatigué d'avoir peur. » Silas leva sa main et la pressa contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Tu sens ça? Il est mort depuis 3 ans. Mais quand j'ai cru que je pourrais te perdre aujourd'hui, il a recommencé à battre. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. » Clara pouvait sentir le battement régulier sous sa paume, fort et vivant. « Ça veut dire que tu es humain, Silas. Ça veut dire que tu es capable de ressentir à nouveau, même quand tu pensais que tu ne l'étais pas. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? » La question resta en suspens entre eux, exigeant l'honnêteté. Clara prit une inspiration et la lui donna. « Je me sens terrifiée. Je me sens pleine d'espoir. J'ai l'impression d'être au bord de quelque chose qui pourrait soit me sauver, soit me détruire, et je ne sais pas lequel. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais je me sens aussi vivante pour la première fois depuis des années, et je ne suis pas prête à y renoncer. » Silas la serra plus près, sa main libre venant lui caresser le visage. « Alors ne le fais pas, n'y renonce pas. Ne renonce pas à nous. »« Nous » répéta doucement Clara. « J'aime le son de ça. » Cette fois, quand il l'embrassa, c'était différent, plus profond, plus certain, comme une promesse faite. Clara lui rendit son baiser avec tout ce qu'elle avait, versant 3 semaines de solitude, d'espoir et de peur dans ce seul moment. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirèrent fort. « Reste avec moi ce soir, » murmura Silas contre ses cheveux. « Pas parce que tu le dois, mais parce que tu le veux. »« Je le veux, » dit Clara. « Que Dieu me vienne en aide, je le veux. » Ils allèrent ensemble dans la chambre, et Clara sentit ses mains trembler alors que Silas allumait la lampe. La pièce semblait différente maintenant, moins comme une tombe et plus comme un sanctuaire. Il se tourna pour lui faire face, et elle vit la même peur et le même espoir se refléter dans ses yeux. « Nous n'avons pas à nous presser, dit-il. Je veux juste que tu sois près de moi, Easton. Je veux savoir que tu es là, que tu es réel, que je n'ai pas imaginé tout ça. » Clara sourit et leva la main pour toucher son visage. « Je suis réel, je suis là et je ne vais nulle part. » Ils s'allongèrent ensemble, entièrement vêtus, se tenant simplement l'un contre l'autre dans l'obscurité. Clara écouta le battement de cœur de Silas, régulier et fort, et sentit quelque chose en elle s'apaiser. « Parle-moi d'elle, » dit-elle doucement. « De Rebecca. » Silas devint très calme. « Pourquoi? » « Parce qu'elle faisait partie de ta vie et je veux te connaître. Toi tout entier. » Clara leva la tête pour le regarder. « Tu as dit que nous ne parlions pas du passé, mais je pense que nous devons le faire, juste cette fois. » Pendant un long moment, Silas ne parla pas. Puis, d'une voix hésitante, il commença. « Elle était jeune, trop jeune, probablement. 18 ans quand nous nous sommes mariés. J'en avais 23 et je pensais tout savoir. » Sa voix était épaisse d'une vieille douleur. Elle était douce et gentille et complètement impréparée à la dureté de cette vie. J'aurais dû le voir. J'aurais dû mieux la protéger. Qu'est-il arrivé? Elle est tombée enceinte tout de suite. Nous étions tous les deux si heureux, si sûrs que tout serait parfait. Les bras de Silas se resserrèrent autour de Clara. Mais la grossesse a été difficile. Elle était constamment malade. Elle pouvait à peine garder quoi que ce soit.
La sage-femme disait que c'était normal, qu'elle irait mieux, mais ce ne fut pas le cas. Elle est juste devenue de plus en plus faible. La gorge de Clara se serra. Oh, Silas. Quand son heure est venue, le bébé ne voulait pas se retourner. La sage-femme a tout essayé, mais sa voix se brisa. Ça a duré 36 heures. 36 heures où elle hurlait, saignait et me suppliait de faire cesser tout ça. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais rien faire, putain, à part la regarder mourir. Ce n'était pas ta faute. N'est-ce pas? Je l'ai mise enceinte, je l'ai amenée dans cet endroit maudit. Je... Arrête! Clara se redressa, le forçant à la regarder. Tu l'aimais, tu lui as donné un foyer et une vie. Ce qui s'est passé est une tragédie, mais ce n'était pas ta faute. Des femmes meurent d'une couche tous les jours dans les villes et les villages et les endroits avec de vrais médecins. Ce n'est pas juste et ce n'est pas bien, mais ce n'est pas ta faute. Alors pourquoi ai-je l'impression que c'est le cas? Parce que tu l'aimais. Et quand on perd quelqu'un qu'on aime, on pense toujours qu'on aurait pu faire plus, qu'on aurait pu le sauver d'une manière ou d'une autre. Les yeux de Clara piquaient. J'ai ressenti la même chose quand ma mère est morte. Je n'arrêtais pas de penser que si j'avais remarqué ces symptômes plus tôt, si j'avais insisté pour qu'elle voie un médecin, peut-être qu'elle serait encore en vie. Mais c'est différent. Ce n'est pas différent du tout. Nous avons tous les deux perdu des gens que nous aimions et nous nous sommes tous les deux blâmés. Mais le blâme ne les ramène pas, Silas. Il nous maintient juste coincés dans le passé. Silas la ramena contre lui et Clara sentit de l'humidité sur ses joues. Il pleurait, des sanglots silencieux et déchirants qui secouaient tout son corps. Elle le tint, lui caressant les cheveux, le laissant pleurer d'une manière qu'il ne s'était probablement pas permise depuis 3 ans. Quand la tempête passa enfin, la voix de Silas était rauque. « Je ne te mérite pas. Si tu me mérites, et je te mérite, nous méritons tous les deux une seconde chance au bonheur. » Ils s'endormirent comme ça, enlacés, et pour la première fois depuis l'arrivée de Clara, aucun d'eux ne dormit seul. Le matin arriva trop tôt. Clara se réveilla et trouva Silas déjà debout, près de la fenêtre, l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-elle en se redressant. « Le shérif est là. Est-il à quelqu'un avec lui? » Clara s'habilla rapidement et suivit Silas dehors. Le shérif était bien là, avec un homme bien habillé que Clara ne reconnaissait pas. L'étranger avait l'allure d'un avocat de la ville, des mains propres, des vêtements chers et des yeux calculateurs. « Bonjour, Cade, » dit le shérif en saluant Clara d'un signe de chapeau. « Madame, voici M. Thornton. Il représente la Montana Land Company. » La mâchoire de Silas se serra. « Que voulez-vous, Thornton? » Thornton sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je suis ici pour vous faire une offre, M. Cade. Une offre très généreuse pour votre propriété. Elle n'est pas à vendre. Je pense que vous voudrez entendre les termes avant de prendre cette décision. » Thornton sortit un document. « La Montana Land Company est prête à payer 5 000 $ pour cette ferme. C'est plus de 2 fois sa valeur. » Clara sentit son estomac se nouer. 5 000 $ était une fortune. Mais la façon dont Thornton souriait lui disait que ce n'était pas de la générosité. C'était une menace. « Pourquoi? » demanda platement Silas. « Pourquoi voulez-vous cette terre si ardemment? » La compagnie consolide ses avoirs dans cette région. Ce n'est rien de personnel, juste des affaires. Le sourire de Thornton s'élargit. Bien sûr, si vous choisissez de ne pas vendre, eh bien, des accidents arrivent ici. Des incendies, des inondations, des sécheresses. Ce serait dommage si quelque chose arrivait à cette charmante propriété. Le shérif se tortilla d'inconfort. « Attendez un peu, Thornton, vous ne pouvez pas juste... » « Ne peut pas quoi, shérif? Je fais simplement une proposition commerciale. Ce que M. Cade choisit de faire de cette information lui appartient entièrement. » Silas fit un pas en avant, les poings serrés. « Dégagez de ma terre. »« Monsieur Cade, je vous suggère fortement de reconsidérer. J'ai dit de dégager de ma terre maintenant, avant que je ne vous y aide. » L'expression de Thornton se durcit. « Vous faites une erreur. La compagnie n'accepte pas un non comme réponse. » Alors la compagnie va apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. La voix de Silas était d'un calme mortel. « C'est ma maison, la maison de ma femme, et nous ne vendons pas. Pas pour 5 000, pas pour 50 000, jamais. »
Le cœur de Clara se gonfla au mot « femme » dit avec une telle conviction. Elle se plaça à côté de Silas, présentant un front uni. « Vous avez entendu mon mari, » dit-elle froidement. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. » Thornton les regarda, ses yeux se plissant. « Je vois. Eh bien, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Il monta sur son cheval. « L'offre est valable 48 heures. Après ça, eh bien, la compagnie a d'autres moyens d'acquérir des propriétés. » Il partit, laissant le shérif l'air mal à l'aise. « Silas, Clara, vous devez être prudent, » dit le shérif. « La Montana Land Company a racheté toutes les fermes de la vallée, celles qui ne veulent pas vendre. Des choses leur sont arrivées, comme ce qui est arrivé au Henderson, » demanda sèchement Clara. Le visage du shérif s'assombrit. « Nous ne pouvons pas prouver que la compagnie était derrière ça. Mais oui, j'ai mes soupçons. Alors, qu'est-ce que vous dites? Que nous devrions simplement vendre et laisser ces salauds gagner? » La voix de Silas était dure. « Je dis que vous devriez être intelligent. 5 000 $, c'est assez pour recommencer ailleurs, dans un endroit plus sûr. »« C'est notre maison, » dit fermement Clara. « Nous ne fuyons pas. » Le shérif soupira. « Alors surveillez vos arrières, tous les deux. Et si quelque chose de suspect se produit, vous venez me trouver immédiatement. Compris? » Après son départ, Silas et Clara restèrent dans la cour, le soleil du matin ne faisant rien pour réchauffer le froid qui s'était installé sur eux. « Nous aurions dû voir ça venir, » dit amèrement Silas. « Les accapareurs de terres d'hier travaillaient probablement pour la compagnie, testant nos défenses. Alors nous renforcerons nos défenses. » Clara croisa les bras. « Nous ne céderons pas notre maison sans nous battre. Clara, tu ne comprends pas à quoi tu t'opposes. La Montana Land Company a de l'argent, des avocats, des tueurs à gages. Et nous avons l'un l'autre. Nous avons le droit de notre côté. Et nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? Tout à perdre. » Clara se tourna pour lui faire face. « Ce n'est pas juste une terre pour nous, Silas. C'est notre avenir, notre vie. Ils ne peuvent pas acheter ça et ils ne peuvent pas le prendre, à moins que nous les laissions faire. » Silas l'étudia un long moment. « Tu le penses vraiment? » Chaque mot. Il la serra dans une étreinte féroce. « Alors nous nous battons ensemble. »« Ensemble, » acquiesça Clara. Les 2 jours suivants furent tendus. Silas et Clara travaillèrent ensemble pour fortifier la cabane, barricadant les fenêtres, stockant des provisions, nettoyant et chargeant chaque arme qu'ils avaient. Ils ne dormirent pas beaucoup, se relayant pour monter la garde pendant la nuit. Le matin du 3e jour, Thornton revint. Cette fois, il avait 4 hommes avec lui, tous armés. Silas les rencontra dans la cour, fusil à la main. Clara se tenait sur le porche, son propre fusil prêt. « Je suis déçu, Monsieur Cade, » dit Thornton. « J'espérais vraiment que vous auriez reconsidéré. » La réponse est toujours non. Maintenant, dégagez de ma propriété. J'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. Thornton sortit d'un autre document. Vous voyez, la Montana Land Company a acquis le titre de cette propriété par des moyens parfaitement légaux, une dette que votre précédent propriétaire n'a jamais payée. La terre est à nous, et vous êtes en infraction. C'est un mensonge, rugit Silas. J'ai le titre de propriété ici même, libre de toute charge. Un faux titre, j'en ai peur. La compagnie a des documents prouvant le contraire. Thornton sourit froidement. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour évacuer. Si vous êtes encore là après ça, nous serons forcés de vous expulser par tous les moyens nécessaires. Le sang de Clara se glaça. C'est de la fraude. Le shérif va... Le shérif ne fera rien. Il n'a aucune juridiction sur les litiges de propriété. Thornton salua de son chapeau. Coucher du soleil, monsieur et madame Cade. Je vous suggère de commencer à faire vos bagages. Ils s'éloignèrent, laissant Silas et Clara les regarder, choqués et furieux. Ils ne peuvent faire ça, dit Clara, la voix tremblante. Ils ne peuvent pas simplement voler notre terre. Ils le peuvent, et ils le font. Silas jeta son fusil à terre. Bon sang, j'aurais dû savoir qu'ils essaieraient quelque chose comme ça. Alors nous nous battrons au tribunal, nous prendrons un avocat, nous prouverons que notre titre est réel. Avec quel argent? Avec quel temps? Le temps que nous ayons un avocat et une date d'audience, ils auront démoli cet endroit et construit quelque chose de nouveau. Silas se passa les mains dans les cheveux. Ils ont gagné, Clara.
Ils ont gagné. Non, la voix de Clara était calme. Non, ils n'ont pas gagné. Pas encore. De quoi tu parles? Je parle du fait que nous avons jusqu'au coucher du soleil. Ça fait 8 heures. 8 heures pour trouver un moyen de les arrêter. Il n'y a aucun moyen de les arrêter. Alors nous en créerons un. Clara attrapa ses bras, le forçant à la regarder. Je n'ai pas tué 2 hommes pour défendre cette terre juste pour la céder à une compagnie malhonnête. Je ne suis pas tombée amoureuse de toi juste pour te voir abandonner maintenant. Silas se figea. Qu'est-ce que tu as dit? Les yeux de Clara s'écarquillèrent en réalisant ce qu'elle venait d'admettre. Tu as dit que tu es tombée amoureuse de moi. Ce n'est pas le sujet en ce moment. Si c'est le sujet, putain. Il la serra contre lui, les yeux intenses. Répète-le. Nous n'avons pas le temps pour ça. Répète-le, Clara. Elle prit une inspiration tremblante. Je t'aime. Je ne voulais pas. Et je sais que c'est trop tôt. Et je sais que nous ne nous connaissons que depuis 1 mois. Mais je t'aime et je serai damné si je laisse quiconque te prendre, toi ou cette maison. Silas l'embrassa fort, désespérément, puis se recula avec le feu dans les yeux. Alors on se bat. Tu as raison. On se bat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien avec quoi se battre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Silas resta silencieux un moment, réfléchissant. Puis son expression changea. Le titre de propriété original, celui que j'ai eu quand j'ai acheté cette terre, il est enregistré au bureau du comté à Helena. Si nous pouvons prouver que leurs documents sont faux, Helena est à 2 jours de cheval d'ici. Pas si on force l'allure, un jour pour y aller, un jour pour revenir si on ne s'arrête pas. Silas se dirigeait déjà vers la grange. On part maintenant. On peut être de retour demain soir. Mais Thornton a dit au coucher du soleil aujourd'hui. Thornton peut aller en enfer. Ils ne prendront pas cette terre sans se battre, légalement ou non. Silas commença à sceller les chevaux. Fais des bagages légers, juste ce dont nous avons absolument besoin. Clara se précipita à l'intérieur et attrapa leurs essentiels. De la nourriture, de l'eau, le titre de propriété, leurs petites économies et les 2 armes de poing. Quand elle sortit, Silas avait les 2 chevaux prêts. Ils partirent au galop, poussant les animaux à leurs limites. Le paysage défilait devant eux alors qu'ils couraient contre le temps, la cupidité et la corruption. Les cuisses de Clara lui faisaient mal. Son dos hurlait, mais elle ne se plaignit pas. À côté d'elle, Silas chevauchait avec une détermination sombre, la mâchoire serrée. Ils atteignirent Helena juste après minuit, épuisés et sales. Le bureau du comté n'ouvrirait pas avant le matin, alors ils trouvèrent un hôtel bon marché et s'effondrèrent dans le lit, trop fatigués pour faire plus que se tenir l'un contre l'autre. « Et si ça ne marche pas? » murmura Clara dans l'obscurité. « Et si leurs documents semblent légitimes? Alors nous trouverons un autre moyen. Je te le promets, Clara, je ne te perds pas, ni notre maison. Pas sans me battre. » Le matin arriva et ils étaient au bureau du comté avant même son ouverture. La greffière était une femme d'âge moyen, avec des yeux vifs et une attitude pragmatique. « Nous devons vérifier un titre de propriété, » dit Silas en faisant glisser leurs documents sur le comptoir. La greffière l'examina attentivement, puis alla dans l'arrière-salle. Elle fut partie pendant ce qui sembla des heures, mais ne fut probablement que 20 minutes. Quand elle revint, elle avait l'air troublée. « Ce titre est légitime et correctement enregistré, » dit-elle lentement. « Mais il y a un problème. » Le cœur de Clara se serra. « Quel problème? » « Il y a une 2e réclamation enregistrée il y a 3 jours par la Montana Land Company, déclarant qu'ils ont une propriété antérieure par le biais d'une dette impayée. » La greffière sortit un autre document. Selon ceci, le propriétaire précédent, un certain Monsieur William Garrett, devait à la compagnie 1500 $ lorsqu'il vous a vendu la propriété. La dette a été transférée avec la terre. « C'est impossible, » dit Silas. « Garrett m'a dit que la terre était libre de toute charge. Je l'ai par écrit. Avez-vous des documents prouvant que la dette a été payée? » Silas et Clara échangèrent un regard. « Non, » admit-il. « Je l'ai cru sur parole. » L'expression de la greffière s'adoucit. « Je suis désolé, mais sans preuve que la dette a été réglée, leur réclamation pourrait tenir devant un tribunal. Vous aurez besoin d'un avocat. » « Nous n'avons pas le temps pour un avocat, » dit désespérément Clara. « Il nous expulse de la terre aujourd'hui. »
Alors je vous suggère de trouver M. Garrett et de le faire témoigner que la dette a été payée. C'est votre seule option. » Ils quittèrent le bureau, désespérés. Trouver Garrett semblait impossible. L'homme avait quitté le Montana des mois auparavant. Destination inconnue. « Nous n'avons plus d'option, » dit Silas, la voix creuse. « Nous sommes venus jusqu'ici pour rien. » Non. Clara attrapa son bras. « Nous n'avons pas fini. Où Garrett serait-il allé? Avait-il de la famille, des amis? » Il a mentionné une sœur en Oregon. Portland, peut-être. Silas secoua la tête. « Mais c'est à des semaines de train, même si nous pouvions nous payer le billet. » Clara réfléchit intensément, son esprit s'emballant. Puis l'idée lui vint. La banque. Si Garrett avait remboursé une dette, il l'aurait fait par l'intermédiaire d'une banque. Il y aurait une trace. L'espoir vacilla dans les yeux de Silas. La banque d'Helena. Il y faisait toutes tes affaires. Ils coururent à la banque, faisant irruption et surprenant les clients. Le directeur de la banque écouta leur explication frénétique, son expression sceptique. « Je vais devoir vérifier les registres, dit-il. Cela prendra du temps. » « Nous n'avons pas le temps, plaida Clara. « S'il vous plaît, notre maison n'en dépend. » Quelque chose dans sa voix dut l'émouvoir car il hocha la tête. « Attendez ici. » 30 minutes angoissantes plus tard, il revint avec un grand livre. Monsieur William Garrett avait bien une dette envers la Montana Land Company, 1500 $, comme vous l'avez dit. Le directeur parcourut la page du doigt. Et elle a été payée en totalité le 15 mars 1884, 14 mois avant qu'il ne vous vende la propriété. Clara sentit des larmes de soulagement lui monter aux yeux. « Vous avez la preuve ici même dans nos registres, et je peux fournir une déclaration notariée à cet effet. » Silas attrapa la main de l'homme et la serra vigoureusement. « Merci, merci beaucoup. Je ne fais que mon travail, mon garçon, mais vous feriez mieux d'apporter cette déclaration à un juge rapidement. La Montana Land Company n'apprécie pas qu'on lui prouve qu'elle a tort. » Ils repartirent encore plus vite qu'ils n'étaient venus. La précieuse déclaration de la banque bien rangée dans la sacoche de Clara. Ils chevauchèrent toute la nuit, changeant de chevaux à un relais, poussés par le désespoir et l'espoir. Ils arrivèrent à la maison juste au moment où le soleil se couchait le deuxième jour, exactement au moment où Thornton leur avait donné l'ultimatum. Thornton était là avec une douzaine d'hommes, se préparant à les expulser par la force. Quand il vit Silas et Clara arriver, son visage se tordit de rage. « Vous êtes en retard, » gronda-t-il. « Cette terre est à nous maintenant. »« Sûrement pas. » Silas descendit de cheval et sortit la déclaration de la banque. « La dette a été payée 14 mois avant que j'achète cette propriété. Votre réclamation est frauduleuse. » Les yeux de Thornton se plissèrent. « Ce document pourrait être un faux. Il est notarié par la banque d'Helena et signé par le directeur de la banque. Vous voulez le traiter de menteur? » Silas s'approcha. « Votre arnaque est terminée, Thornton. Dégagez de ma terre avant que je ne vous en chasse. » Pendant un instant, il sembla que Thornton allait ordonner à ses hommes d'attaquer quand même, mais alors le shérif apparut, arrivant avec 5 adjoints. « J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des problèmes ici, » dit le shérif, la main sur son arme. « Tout va bien, Cade? »« Très bien, shérif. Monsieur Thornton, ici présent, était sur le point de partir. » La mâchoire de Thornton se serra si forte que Clara crut entendre des dents craquer. « Ce n'est pas fini. »« Si, » dit fermement Clara. « C'est fini, vous avez perdu. Maintenant, dégagez de notre propriété. » Les tueurs à gages se regardèrent nerveusement, puis les adjoints du shérif. Finalement, un par un, ils montèrent sur leurs chevaux et s'éloignèrent. Thornton fut le dernier à partir, son regard d'adieu promettant vengeance. Quand ils furent enfin seuls, Silas et Clara se tinrent dans leur cour, épuisés, mais victorieux. Le shérif salua de son chapeau et les laissa à leur paix. « On l'a fait, » murmura Clara. « On l'a vraiment fait. »« Tu l'as fait, » corrigea Silas. « Si tu n'avais pas pensé à vérifier la banque. »« On l'a fait ensemble, » insista Clara. « C'est ce qui compte. » Silas la prit dans ses bras et la serra fort. « Je pensais ce que j'ai dit là-bas. C'est notre maison, la nôtre, et personne ne nous l'enlèvera jamais. » Clara leva les yeux vers lui, voyant l'homme qu'il était devenu au cours du dernier mois. Plus fort, plus ouvert, plus vivant. « Je t'aime, Silas Cade. Je t'aime aussi, Clara. Que Dieu me vienne en aide. Je t'aime tellement que ça me fait peur. »
Alors ayons peur ensemble. Construisons cette vie ensemble. Soyons heureux ensemble. Ensemble, acquiesça Silas, et il l'embrassa alors que le soleil se couchait sur leur maison durement gagnée. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois, non par obligation ou arrangement, mais par désir et amour sincère. Après, allongée enlacée dans l'obscurité, Clara traça les cicatrices sur la poitrine de Silas et écouta sa respiration ralentir. « Dis-moi à quoi tu penses, murmura-t-elle. Je pense que je ne mérite pas ça, rien de tout ça. » Sa voix était rauque d'émotion. « J'ai passé 3 ans convaincu que je ne ressentirais plus jamais rien, que j'étais brisé au-delà de toute réparation. Et puis tu es arrivé et tu m'as prouvé le contraire. Tu n'as jamais été brisé, Silas, juste blessé. Il y a une différence. » Il se tourna pour lui faire face, sa main caressant sa joue. « Qu'ai-je fait pour te mériter? Tu as été honnête, tu as été toi-même, et tu m'as laissé entrer quand chaque instinct te disait de me tenir à l'écart. » Clara l'embrassa doucement. Cela a demandé plus de courage que de repousser ces accapareurs de terre. J'étais terrifié. Je sais, moi aussi. Elle se blottit plus près. Mais nous l'avons fait quand même, et maintenant, regarde où nous en sommes. Silas la serra plus fort. Je ne veux jamais te laisser partir. Alors ne le fais pas. Ils s'endormirent, enlacés, et pour la première fois en 3 ans, Silas ne rêva pas de la mort. Il rêva de la vie, d'un avenir, d'enfants courant dans la cour, et du rire de Clara remplissant la cabane. Quand il se réveilla, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, et Clara était déjà debout, fredonnant en préparant le petit déjeuner. Il resta là un moment, la regardant simplement, encore à moitié convaincu que c'était un rêve. « Je sens que tu me regardes, » dit Clara sans se retourner. « Je ne peux pas m'en empêcher. Tu es magnifique. » Elle rit. « Je suis couverte de poussière de la piste et je porte une robe qui a connu des jours meilleurs. Je suis à peu près aussi loin de la beauté que... » « Tu as tort. » Silas se leva et la rejoignit, l'enlaçant par la taille. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Clara se pencha en arrière contre lui. « Beau parleur. Juste honnête. » Il lui embrassa le cou. « Qu'est-ce que tu prépares? »« Des crêpes. J'ai trouvé du sirop d'érable au fond du placard. » Elle se tourna dans ses bras. « Silas, j'ai réfléchi à quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est? » ?»« Cette cabane, elle est trop petite pour la vie que nous allons construire. » Elle fit un geste autour d'eux. « Une chambre, à peine assez d'espace pour nous deux. Si nous voulons avoir une vraie maison, nous devons l'agrandir. » Silas sentit sa poitrine se serrer. « Tu parles d'enfants. » « Éventuellement, oui, mais aussi juste de faire de cet endroit le nôtre, pas la cabane de Rebecca où il se trouve que je vis. Le nôtre. » Clara scruta son visage. « Est-ce trop? Est-ce que je pousse trop fort, hein? » « Non, tu as raison. » Silas prit une profonde inspiration. « J'ai pensé la même chose. Cette cabane est pleine de fantômes, de bons souvenirs, mais aussi de douloureux. Si nous voulons avancer, nous devons créer de nouveaux souvenirs. Alors, on reconstruit. On ajoute une autre pièce, peut-être 2. On agrandit la cuisine. On construit un vrai porche. » Silas sourit. En faire une vraie maison. Les yeux de Clara s'illuminèrent. « Quand est-ce qu'on commence? »« Aujourd'hui, si tu veux. J'ai du bois stocké dans la grange. Je le gardais pour... Eh bien, je ne savais pas pourquoi, mais ça semble juste. » Ils passèrent la matinée à planifier, à esquisser des idées sur des bouts de papier, se disputant gentiment sur l'emplacement des choses. Clara voulait que la nouvelle chambre soit orientée à l'est pour le soleil du matin. Silas voulait que l'agrandissement de la cuisine comprenne un vrai garde-manger. « Nous allons avoir besoin d'aide, » dit finalement Clara. « C'est plus de travail que 2 personnes ne peuvent en gérer seules. Je peux demander aux voisins. Les Mitchell me doivent une faveur après que je les ai aidés avec leur grange l'année dernière. Et je peux demander à certaines femmes de la ville. Madame Henderson a survécu à l'incendie. Elle reste avec sa fille. Peut-être que nous aider à reconstruire lui donnera quelque chose sur quoi se concentrer en dehors de son chagrin. » Silas la regarda avec admiration. « Tu as bien réfléchi à tout ça. J'ai eu le temps, toutes ces heures à monter la garde pendant que tu étais parti. Je planifiais notre avenir. » Clara sourit. Il fallait bien que quelqu'un croie que nous en aurions un. Au cours de la semaine suivante, les voisins commencèrent à arriver. Les Mitchell vinrent les premiers, amenant leurs 2 fils aînés.
Puis vinrent les Cooper, les Jameson et même la vieille veuve Peterson, qui apporta du pain frais et des conseils acerbes. Madame Henderson vint aussi, son visage encore creusé par le chagrin, mais ses mains stables alors qu'elle aidait Clara à organiser les provisions. « Merci de m'avoir incluse, dit-elle doucement. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Nous sommes heureux que vous soyez là, dit Clara en lui serrant la main. Construire quelque chose de nouveau aide à guérir les vieilles blessures. Vraiment, la voix de Madame Henderson se brisa, parce que je ne pense pas que je cesserai jamais de voir mon mari brûler dans ce... Vous n'oublierez pas, la douleur sera toujours là, mais elle ne sera pas toujours aussi vive. Clara parlait d'une expérience durement acquise. Ma mère est morte il y a 2 ans et certains jours, ça me frappe encore comme si c'était hier. Mais d'autres jours, je peux penser à elle et sourire au lieu de pleurer. C'est ça la guérison. Ne pas oublier, juste apprendre à porter le poids. Madame Henderson hocha lentement la tête. Votre mari a de la chance de vous avoir. C'est moi qui ai de la chance. Les travaux progressèrent plus vite que prévu. Silas et les hommes montèrent la charpente de 2 nouvelles pièces, tandis que Clara et les femmes travaillaient à l'intérieur. Elles arrachèrent les vieux rideaux, frottèrent des années de saleté accumulées et commencèrent à transformer la cabane sombre et austère en quelque chose de chaleureux et d'accueillant. Un après-midi, alors que Silas était sur le toit avec Mitchell, Clara trouva la boîte de vêtements de bébé dans le coffre. Elle resta là un long moment, tenant l'un des petits vêtements, ne sachant que faire. « Vous devriez lui demander, » dit doucement Madame Henderson en s'approchant d'elle. « Lui demander quoi? Ce qu'il veut d'en faire, c'est son passé, mais vous êtes son avenir. Il doit décider lequel des deux reste. » Ce soir-là, après que tout le monde soit rentré, Clara aborda le sujet avec précaution. « J'ai retrouvé les affaires de bébé aujourd'hui, dit-elle. Je ne savais pas si tu voulais les garder ou... » « Donne-les à Madame Henderson, dit Silas sans hésitation. Sa fille attend un enfant. Elle devrait aller à quelqu'un qui peut les utiliser. Clara cligna des yeux, surprise. « Tu es sûr? » « J'en suis sûr. » Silas la serra contre lui. « Ces choses appartiennent à une autre vie. Une vie que je peux honorer et me souvenir sans la laisser contrôler mon avenir. Rebecca voudrait qu'elle soit utilisée, pas rangée à prendre la poussière. C'est très généreux de ta part. Ce n'est pas généreux, c'est nécessaire. » Il lui releva le menton pour la regarder. « Je t'aime, Clara, et je veux construire une vie avec toi qui ne soit pas hantée par ce que j'ai perdu. Ça ne veut pas dire oublier Rebecca ou le bébé. Ça veut juste dire choisir de vivre à nouveau. » Clara sentit des larmes couler sur ses joues. « Quand es-tu devenue si sage? Quand tu es arrivée sur ce quai et que tu as refusé de me laisser me cacher plus longtemps? » Silas essuya ses larmes. « Tu m'as sauvée, Clara, même quand je ne voulais pas être sauvée. » Le lendemain, Clara donna les vêtements de bébé à Madame Henderson, qui pleura et la remercia à plusieurs reprises. En regardant la femme plus âgée serrer les petits vêtements, Clara sentit la main de Silas se glisser dans la sienne. « Tu as fait une bonne chose, murmura-t-il. « Nous avons fait une bonne chose, corrigea Clara. À la fin de la 2e semaine, l'agrandissement était presque terminé. Ils avaient 2 nouvelles chambres, une cuisine agrandie et un large porche qui s'étendait sur toute la façade de la cabane. L'endroit semblait transformé, plus grand, plus lumineux, plus vivant. Le dernier jour de la construction, alors qu'ils mettaient la touche finale à la rampe du porche, un cavalier apparut à l'horizon. L'estomac de Clara se noua quand elle reconnut Thornton. « Pas encore, marmonna-t-elle. » La mâchoire de Silas se serra. « Reste derrière moi. » Mais Thornton n'était pas seul cette fois. Il avait une femme avec lui, élégamment vêtue, avec des cheveux gris acier et des yeux qui ne manquaient rien. « Monsieur Cade, Madame Cade. » La voix de Thornton était raide. « Voici Madame Margaret Ashford, directrice de la Montana Land Company. » La femme descendit de cheval avec une grâce exercée et se dirigea vers eux. Clara remarqua qu'elle ne tendit pas la main. « Je suis venue m'excuser, » dit sèchement Madame Ashford. « Mon employé a agi en dehors des limites de son autorité. La compagnie ne se livre pas à la fraude ou à l'intimidation. »« On n'aurait pas dit, » dit froidement Silas. « C'est pourquoi je suis ici personnellement pour réparer les choses. » Elle sortit une enveloppe. « Ceci est un accord légal stipulant que la compagnie n'a aucune réclamation sur votre propriété, maintenant ou à l'avenir. Il a été notarié et déposé auprès du comté. » Clara échangea un regard avec Silas. « Pourquoi? »
Parce que les actions de M. Thornton ont attiré une attention non désirée sur nos pratiques commerciales. Le gouverneur du territoire pose des questions. Les journaux écrivent des articles. L'expression de Mme Ashford était amère. C'est mauvais pour les affaires. Alors, je fais le ménage, en commençant par m'assurer que vous deux ne pouvez plus me causer de problèmes. En d'autres termes, vous protégez votre réputation, vous ne réparez pas les choses, dit platement Clara. Je suis une femme d'affaires, Madame Cade. Je fais ce qui est nécessaire. Madame Ashford tendit l'enveloppe. Mais le résultat est le même. Votre terre est en sécurité. Vous avez ma parole. Votre parole ne vaut pas grand-chose après ce que Thornton a fait, dit Silas. C'est pourquoi je vous donne ceci. Elle sortit un chèque. 10 000 $ de dédommagement pour vos ennuis. Clara eut le souffle coupé. 10 000 $, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Nous ne voulons pas de votre argent, dit Silas. Prenez-le quand même. Considérez-le comme un investissement en bonne volonté. Le sourire de Mme Ashford était mince. La compagnie prévoit un chemin de fer à travers cette vallée. Nous aurons besoin de propriétaires terriens coopératifs, pas hostiles. Cet argent garantit que vous vous souviendrez de nous favorablement le moment venu. Nous ne vendons pas notre terre pour un chemin de fer non plus, dit Clara. Je ne vous demande pas de vendre. Je vous demande d'autoriser un droit de passage lorsque les arpenteurs viendront, en échange d'une juste compensation, bien sûr. Silas et Clara se regardèrent. Un chemin de fer à travers la vallée signifierait la prospérité pour tout le monde. Une expédition plus facile, plus de colons, une véritable civilisation à portée de main. Nous y réfléchirons, dit finalement Silas, le moment venu. Mais cet argent est à vous, quoi qu'il arrive. Appelez ça un geste de bonne volonté ou de l'argent de la culpabilité. Peu m'importe comment vous l'appelez. Madame Ashford remonta sur son cheval. Monsieur Thornton n'est plus employé par la compagnie. Il ne vous dérangera plus. Elle s'éloigna, laissant Thornton la suivre comme un chien battu. Quand ils furent partis, Clara ouvrit l'enveloppe et sortit le chèque. 10 000 $, signé et légitime. « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » demanda-t-elle. « On l'utilise pour construire la vie que nous voulons. Acheter plus de terre, plus de bétail, peut-être engager de l'aide pour ne pas tout faire nous-mêmes. » Silas passa son bras autour d'elle. « Nous l'avons mérité, Clara. Dieu sait que nous l'avons mérité. » Ce soir-là, ils célébrèrent avec leurs voisins, partageant la nouvelle de leur manne inattendue. La cabane était remplie de rire, de musique et de vie, tout ce qu'elle n'avait pas été pendant 3 ans. Alors que la fête se terminait et que les gens commençaient à rentrer chez eux, Clara se retrouva sur le nouveau porche avec Madame Henderson. « Vous avez construit quelque chose de spécial ici, » dit la femme plus âgée. « Pas seulement une plus grande maison, un vrai foyer. Nous essayons. Vous réussissez. » Madame Henderson sourit tristement. « Mon mari et moi avons eu 43 ans ensemble. De bonnes années, des années difficiles, tout ce qu'il y a entre les deux. Ce que vous et Silas avez. Ne le prenez pas pour acquis. Ne gaspillez pas un seul jour en supposant que vous aurez un lendemain. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Je ne le ferai pas. Je le promets. » Après que tout le monde soit parti, Clara et Silas se tinrent ensemble sur le porche, regardant leur terre. La lune était pleine et brillante, baignant tout de lumière argentée. « J'ai réfléchi, dit doucement Silas, à ce que Madame Henderson a dit sur le fait de ne pas perdre de temps. Et alors, nous devrions avoir un vrai mariage. Pas la chose précipitée au tribunal que nous avons faite, mais une vraie célébration avec nos amis et voisins, avec des vœux que nous pensons vraiment. » Le cœur de Clara se gonfla. « Tu veux m'épouser à nouveau? »« Je veux t'épouser correctement. Je veux me tenir devant tous ceux que nous connaissons et leur dire que tu es ma femme, ma partenaire, mon tout. Je veux qu'ils sachent que ce que nous avons est réel. » « C'était toujours réel, dit doucement Clara. Mais maintenant, c'est juste. Maintenant, c'est ce que ça aurait dû être depuis le début. » Silas prit ses mains. « Épouse-moi, Clara, encore. Pour de vrai cette fois. »« Oui, dit-elle en riant et en pleurant en même temps. « Oui, bien sûr, oui. » Ils célébrèrent leur deuxième mariage 3 semaines plus tard. Toute la vallée s'y rendit. Clara portait une simple robe blanche qu'elle avait faite elle-même, avec des fleurs sauvages dans les cheveux. Silas portait son plus beau costume, son visage rayonnant de bonheur.
Le shérif officia car le prédicateur itinérant n'arriverait pas avant un autre mois. Il fit simple et sincère. Silas Cade, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? De l'aimer et de l'honorer dans la maladie comme dans la santé, pour tous les jours de votre vie? Je le veux. La voix de Silas résonna, claire et forte. Dieu m'en est témoin. Je le veux. Et vous, Clara Cade, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux, de l'aimer et de l'honorer dans la maladie comme dans la santé, pour tous les jours de votre vie? Je le veux. Clara sourit à travers ses larmes. De tout mon cœur, je le veux. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Montana, je vous déclare mari et femme à nouveau. Le shérif sourit. Vous pouvez embrasser votre épouse à nouveau. Silas attira Clara dans un baiser qui fit applaudir et siffler la foule. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riaient. La célébration dura jusque tard dans la nuit. Il y eut de la danse, de la nourriture et des toasts allant du sincère au grivois. Clara dansa avec Silas, puis avec Mitchell, puis avec le vieux Monsieur Cooper, qui lui marcha sur les pieds 3 fois, mais la fit rire aux larmes. Alors que les étoiles apparaissaient, Silas emmena Clara loin de la foule, à l'extrémité de leur propriété, d'où ils pouvaient voir toute la vallée s'étendre devant eux. « Heureuse? » demanda-t-il. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible. » Moi aussi. Il la serra contre lui. « Tu sais ce qui est le mieux? » « Quoi? Ce n'est que le début. Nous avons des années devant nous, des décennies si nous avons de la chance, et je prévois de passer chaque jour à te montrer à quel point je t'aime. » Clara posa sa tête sur son épaule. Ça semble être un bon plan. C'est le seul plan que j'ai, mais c'est un sacré bon plan. Ils restèrent là dans l'obscurité, se tenant l'un contre l'autre, écoutant les sons de la célébration dériver à travers la terre. Leur terre, leur maison, leur avenir. Silas. Ouais. Merci d'avoir envoyé cette lettre. Merci d'avoir été honnête sur ce que tu voulais. Merci de m'avoir donné une chance de trouver ça. Clara fit un geste vers tout ce qui les entourait. Merci d'être exactement qui tu es. C'est moi qui devrais te remercier. C'est toi qui as pris une chance avec un veuf brisé qui n'avait rien à offrir qu'une cabane froide et une vie dure. Tu m'as offert l'honnêteté, la liberté, le respect. C'est plus que ce que la plupart des femmes n'obtiennent jamais. Clara se tourna dans ses bras. Et tu m'as offert autre chose, quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Qu'est-ce que c'est? Une seconde chance à la vie, à l'amour, au bonheur. Elle l'embrassa doucement. Tu m'as donné la permission d'espérer à nouveau. Silas prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant les larmes qui avaient commencé à couler. Tu m'as donné la même chose. Tu es entré dans ma vie et tu m'as rappelé que le cœur peut guérir. Que l'amour ne meurt pas juste parce qu'on perd quelqu'un. Il trouve juste de nouvelles façons de grandir. Je t'aime, Silas Cade. Je t'aime aussi, Clara, plus que les mots ne peuvent le dire. Ils retournèrent à la célébration main dans la main, prêts à affronter tout ce qui viendrait. Ensemble. Toujours ensemble. La fête se termina finalement vers minuit. Les derniers invités partirent avec des étreintes et des vœux de bonheur, laissant Silas et Clara seuls dans leur maison transformée. « Eh bien, Madame Cade, » dit Silas en la soulevant dans ses bras, « prête à commencer notre nouvelle vie? » Je pensais que nous l'avions déjà commencé. C'était le prologue. Voici la vraie histoire. Il la porta vers la chambre, et ça va être une sacrée histoire. Clara rit, enroulant ses bras autour de son cou. « Promis? Je le promets, plus d'arrangements froids, plus de mariage sans amour. Juste nous, construisant quelque chose de réel. » Juste nous, acquiesça Clara, construisant tout. Il ferma la porte de la chambre d'un coup de pied derrière eux, et Clara sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. En venant au Montana, en répondant à sa lettre, en choisissant l'homme honnête plutôt que le mensonge confortable. C'était là qu'elle appartenait. C'était sa maison. Et c'était enfin l'amour. Le matin après leur deuxième mariage, Clara se réveilla et trouva Silas déjà habillé et debout près de la fenêtre, l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-elle en se redressant. « Rien ne va. Je réfléchis, c'est tout. » Il se tourna vers elle. « À propos du chemin de fer que Mme Ashford a mentionné, à ce que ça signifie pour cette vallée. Nous avons dit que nous y réfléchirions le moment venu. Le moment arrive plus tôt que nous ne le pensions.
J'ai vu des arpenteurs hier près du ruisseau. Ils sont déjà en train de tracer des itinéraires. L'estomac de Clara se serra. Tu leur as parlé? Brièvement, ils ont dit que la compagnie veut commencer la construction au printemps. Ils devront couper à travers notre pâturage haie. Et si on dit non? Silas resta silencieux un long moment. Alors ils contourneront, mais ça nuira à nos voisins. Les Mitchell, les Cooper, leurs moyens de subsistance dépendent d'un accès plus facile au marché. Si nous bloquons la meilleure route par dépit, nous nuisons à tout le monde. Clara se leva et l'enlaça par derrière. Alors, on les laisse passer, on négocie une juste compensation et on s'assure qu'ils ne détruisent pas notre terre dans le processus. Ce n'est pas si simple. Une fois que le chemin de fer arrivera, tout changera. Plus de gens, plus de développement, cette vie tranquille que nous construisons. Elle ne restera pas tranquille longtemps. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Peut-être qu'il est temps que cette vallée grandisse un peu. Clara posa sa joue contre son dos. De plus, on ne peut pas arrêter le progrès. On peut seulement décider comment y répondre. Silas se tourna et la serra contre lui. Quand es-tu devenu si sage? J'ai épousé un bon professeur. 3 mois plus tard, Clara était dans la cuisine en train de pétrir de la pâte à pain quand une vague de nausée la frappa si fort qu'elle dut s'agripper au comptoir pour rester debout. Clara, Silas fut à ses côtés immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien, juste un vertige momentané. Tu as eu beaucoup de vertiges ces derniers temps et tu as à peine touché à ton petit déjeuner ce matin. Ses yeux se plissèrent. Depuis combien de temps ça dure? Clara sentit son visage s'empourprer. Quelques semaines? Quelques semaines. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je n'étais pas sûr. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs si je me trompais. Elle le regarda dans les yeux. Mais je ne me trompe pas, Silas. Je suis enceinte. La couleur quitta son visage. Tu es sûr? Aussi sûr que je peux l'être sans voir de médecin. J'ai manqué 2 cycles. Je suis malade tous les matins et je ne supporte plus l'odeur du café. La voix de Clara tremblait. Es-tu heureux ou es-tu terrifié? Les deux. Silas la prit dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mon Dieu, Clara, je suis les deux. Je veux ça plus que tout. Mais après ce qui est arrivé avec Rebecca, je ne suis pas Rebecca et ce n'est pas la même situation. Clara se recula pour le regarder. Je suis forte et en bonne santé. Je tais-toi. J'ai les femmes de la ville. Et le moment venu, nous aurons le meilleur médecin que l'argent puisse acheter. Nous avons des options maintenant. De l'argent, des ressources. Nous n'avions rien de tout ça avant. Je ne peux pas te perdre. Je ne le survivrai pas. Tu ne me perdras pas. Je te le promets, Silas. Je ne vais nulle part. Il l'embrassa désespérément, et Clara sentit ses mains trembler contre son dos. C'était sa plus grande peur manifestée, la possibilité de perdre une autre forme de femme, un autre enfant. Mais elle refusa de laisser cette peur contrôler leur choix. « Nous allons être parents, dit-elle fermement. Nous allons avoir une famille, et ça va être merveilleux. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je choisis d'y croire, parce que la peur ne doit plus gagner. » Clara prit son visage entre ses mains. « Nous avons repoussé des tueurs et des hommes d'affaires véreux. Nous avons survécu à la fraude, à la violence et à tout ce que cette terre hostile a pu nous jeter. Tu penses qu'un bébé va nous vaincre? » Silas rit d'une voix tremblante. « Quand tu le présentes comme ça? » Exactement. Alors, plus de terreur, juste de la joie, juste de l'espoir, juste nous construisant la famille que nous voulons tous les deux. Il posa son front contre le sien. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Maintenant, aide-moi à finir ce pain avant que je ne sois de nouveau malade. » La nouvelle se répandit dans la vallée comme une traînée de poudre. Les femmes envahirent leurs cabanes avec des conseils, des provisions et des histoires, certaines utiles, la plupart terrifiantes. Madame Henderson se nomma gardienne non officielle de Clara, la surveillant quotidiennement et menaçant Silas de sévices corporels s'il laissait quoi que ce soit lui arriver. « J'ai survécu à la mort de mon mari, » lui dit-elle sombrement. « Mais je ne survivrai pas à voir une autre jeune femme traverser ce que Rebecca a traversé. Alors prends soin d'elle. Tu m'entends? »« Oui, madame, » dit docilement Silas. Alors que l'hiver s'installait, le ventre de Clara s'arrondit. Elle sentit le bébé bouger pour la première fois alors qu'elle raccommodait la chemise de Silas.
Un battement si faible qu'elle faillit le manquer. Elle attrapa la main de Silas et la pressa contre son ventre. Tu as senti ça? J'ai senti quelque chose. C'était... Le bébé donna un autre coup, plus fort cette fois. Les yeux de Silas s'écarquillèrent. C'est notre enfant, murmura Clara. C'est notre bébé qui dit bonjour. Le visage de Silas se décomposait et il enfouit son visage contre son ventre, ses épaules secouées. Clara lui passa les doigts dans les cheveux, le laissant pleurer et se réjouir tout à la fois. C'est réel, suffoqua-t-il. Ça arrive vraiment. Ça arrive vraiment et ça va bien se passer. Mieux que bien. Mais alors les arpenteurs du chemin de fer revinrent avec de mauvaises nouvelles. La route qu'ils avaient prévue coupait directement à travers la propriété des Henderson, ou ce qu'il en restait après l'incendie. « Nous avons besoin de la terre », dit l'arpenteur en chef à un rassemblement de fermiers. « La compagnie est prête à offrir une compensation, mais si Mme Henderson ne veut pas vendre, nous devrons dévier la route, ce qui signifie que la gare ne sera pas construite ici. Elle sera à 30 kilomètres au sud et cette vallée sera entièrement contournée. « Ça nous détruira, dit Mitchell avec colère. Tout ce que nous avons construit dépend d'un accès ferroviaire. Alors convainquez Mme Henderson de vendre, dit platement l'arpenteur. Après la réunion, Clara trouva Mme Henderson assise seule sur les marches de l'école, en pleurs. Ils essayèrent de prendre le dernier morceau de lui. La femme plus âgée sanglotait. Cette terre est tout ce qu'il me reste. Les souvenirs, les 43 ans que nous y avons passés. Ils veulent que je la vende pour une ligne de chemin de fer. Que voulez-vous? Demanda doucement Clara, s'asseyant à côté d'elle. Je veux que mon mari revienne. Je veux que ma maison revienne. Je veux que ma vie revienne. Madame Henderson essuya ses yeux. Mais je ne peux avoir rien de tout ça. Alors à la place, j'ai ce morceau de terre brûlée qui ne signifie rien pour personne d'autre que moi. Ça signifie quelque chose pour vous. C'est ce qui compte. Mais si je ne vends pas, je fais du mal à tout le monde. Toute la vallée souffre parce que je ne peux pas lâcher le passé. Elle regarda Clara, les yeux rouges et gonflés. Que feriez-vous? Clara réfléchit attentivement. Je me demanderais ce que mon mari aurait voulu. Voudrait-il que vous vous accrochiez à une terre qui ne vous apporte que de la douleur? Ou voudrait-il que vous utilisiez cette terre pour aider vos voisins, votre communauté? Il voudrait que je les aide. Il a toujours mis les autres en premier. La voix de Mme Henderson se brisa. Mais vendre, c'est comme le trahir, comme dire que ces années n'ont rien signifié. Ces années ont tout signifié, et vendre la terre ne les efface pas. Vos souvenirs ne sont pas dans la terre, Mme Henderson. Ils sont ici. Clara toucha son cœur. Personne ne peut vous prendre ça. 2 semaines plus tard, Mme Henderson accepta de vendre, mais au lieu de garder l'argent, elle en fit don de la moitié pour construire une véritable église pour la vallée, en mémoire de son mari. Il a toujours voulu que cet endroit ait une vraie église, dit-elle à Clara. Maintenant, il en aura une. C'est un meilleur mémorial qu'un sol brûlé. La construction du chemin de fer commença au début du printemps. Clara était enceinte de 7 mois et se déplaçait lentement, mais elle insista pour regarder la pose des premières rails. Un moment historique, dit-elle à Silas, une main sur son ventre gonflé. Ne te surmène pas. Ordre du médecin. Le médecin a dit de rester active, pas de devenir une invalide. Clara lui serra la main. Arrête de t'inquiéter autant. J'arrêterai de m'inquiéter quand tu auras accouché en toute sécurité et que le bébé sera en bonne santé. C'est encore dans 2 mois. Tu ne peux pas passer 2 mois dans un état de panique constant. Regarde-moi faire. Mais la panique de Silas atteignit de nouveaux sommets 1 semaine plus tard, lorsque Clara entra en travail prématurément. Elle étendait le linge quand la première douleur la frappa. Vive et sans équivoque. « Silas » appela-t-elle. « Silas, c'est l'heure. » Il arriva en courant de la grange, le visage blanc. « C'est trop tôt. Tu as encore 6 semaines. Le bébé ne se soucie pas de notre calendrier. Va chercher Mme Henderson et la sage-femme, maintenant. » Silas se jeta pratiquement sur son cheval et partit comme si l'enfer le poursuivait. En moins d'1 heure, la cabane était pleine de femmes, et Silas faisait les 100 pas dehors comme un animal en cage. « Tu dois te calmer, » dit Mitchell en le rejoignant sur le porche. « Tu vas user ses planches. »« Je ne peux pas me calmer. Elle souffre là-dedans et je ne peux rien faire pour l'aider. Tu as aidé en la mettant enceinte. Ton travail maintenant est d'attendre et de prier. Je ne suis bon à aucun des deux. Alors apprends vite.
parce que tu vas en faire beaucoup à partir de maintenant. Les heures s'écoulèrent. Silas pouvait entendre les cris de Clara de l'intérieur, chacun poignardant son cœur. Il se souvint des cris de Rebecca, de l'agonie sans fin, du terrible silence qui suivit. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas tenir sa tasse de café. « Elle va s'en sortir », ne cessait de dire Mitchell. « Clara est forte, elle sait ce qu'elle fait. Rebecca était forte aussi, ça n'a pas fait de différence. Ce n'est pas Rebecca, c'est Clara, et Clara n'abandonne pas. » Juste au moment où Silas pensait qu'il ne pourrait pas supporter une minute de plus, il l'entendit. Un cri de bébé, aigu, fort et furieux. La porte s'ouvrit et Madame Henderson apparut, souriante. « Tu as une fille, Silas, et Clara te demande. » Les jambes de Silas faillirent le lâcher. « Elle est vivante. Elles sont toutes les deux vivantes. »« Et comment? »« Maintenant, entre et avant que ta femme ne vienne te chercher elle-même. » Il entra en titubant dans la chambre pour trouver Clara appuyée contre des oreillers, épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet enveloppé dans une couverture. Leur fille. « Voici Sarah, » dit doucement Clara. « Sarah Rebecca Cade. » Silas sentit des larmes couler sur son visage. « Rebecca, pour qu'elle sache qui est venu avant elle, qui nous portons dans nos cœurs. » Clara tendit le bébé. « Viens rencontrer ta fille. » Avec des mains tremblantes, Silas prit le nourrisson. Elle était si petite, si parfaite, avec les cheveux noirs de Clara et un visage plissé d'indignation d'avoir été retiré de la chaleur de sa mère. « Bonjour, Sarah, » murmura-t-il. « Je suis ton papa, et je vais t'aimer et te protéger pour le reste de ma vie. » Les yeux du bébé s'ouvrirent, sombres et flous, et Silas sentit son cœur se fendre. C'était de l'espoir, c'était de la rédemption, c'était tout ce qu'il pensait avoir perdu pour toujours. « Merci, » dit-il à Clara, la voix brisée. « Merci de m'avoir donné ça, de nous avoir donné ça. »« Nous nous le sommes donné l'un à l'autre, » sourit Clara. « C'est comme ça que ça marche, on le construit ensemble. » Au cours des mois suivants, ils s'installèrent dans le rythme chaotique de la nouvelle parentalité. Sarah était un bébé exigeant, bruyant, opiniâtre et déterminé à se faire entendre. Clara gérait la situation avec grâce et humour. Silas la gérait avec panique et dévotion. « Elle pleure encore, » disait-il en se précipitant vers le berceau. « Elle pleure tout le temps. C'est ce que font les bébés. Mais si quelque chose ne va pas, alors on le réparera ensemble, comme on répare tout. » La gare ouvrit en juillet, amenant avec elle un afflux de nouveaux colons. La vallée se transforma presque du jour au lendemain. Plus de maisons, plus d'entreprises, plus de vie. Leur ferme tranquille devint la lisière d'une ville en pleine croissance. « Les choses changent, » dit Silas un soir, regardant les lumières des nouveaux bâtiments au loin. « Elles changent toujours. C'est la vie. » Clara berça doucement Sarah. « Mais nous sommes toujours là, toujours ensemble. C'est ce qui compte. Regrettes-tu parfois d'avoir répondu à ma lettre, d'être venu dans cet endroit difficile? » Clara le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Tu es sérieux? Regretter la meilleure décision que j'ai jamais prise? Regretter de t'avoir trouvé, de nous avoir trouvés, de trouver cette vie? Je me demande juste parfois si tu aurais été plus heureuse avec l'une de ces autres propositions, les marchands ou le banquier, des hommes qui auraient pu te donner une vie plus facile. » « Silas Cade, écoute-moi très attentivement. » Clara se leva et lui tendit le bébé. « Je ne veux pas de facilité. Je n'ai jamais voulu de facilité. Je voulais du vrai. Je voulais de l'honnête. Je voulais un partenaire qui me voyait comme une égale, pas comme une possession. Et j'ai eu tout ça avec toi. Mais la violence, les menaces, la lutte, nous ont rendus plus forts, nous ont fait apprécier ce que nous avons. » Elle se plaça devant lui et enlaça à la fois lui et Sarah. « Je t'ai choisi parce que ta lettre était honnête sur ce que serait notre vie, et je te choisirai encore demain et tous les jours après. Tu comprends? » Je commence à comprendre. « Bien, parce que je ne vais nulle part, c'est ma maison. Tu es ma maison, et aucune quantité de changement, de progrès ou de nouveaux colons ne changera ce fait. » Sarah choisit ce moment pour attraper le doigt de Silas et le serrer fort, comme si elle était d'accord avec sa mère. Silas sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Je ne vous mérite ni l'une ni l'autre. »« Arrête de dire ça, tu mérites tout ça et plus encore. » Clara l'embrassa doucement. « Maintenant, viens te coucher.
Demain est un autre jour et Sarah sera debout à l'aube pour réclamer son petit déjeuner. Elle tient ça de toi. Et comment? Au fil des ans, leur famille s'agrandit. Un fils vint ensuite, puis une autre fille. La cabane s'agrandit encore et encore, jusqu'à être à peine reconnaissable de la structure austère dans laquelle Clara était entrée pour la première fois. La vallée prospéra avec le chemin de fer et la valeur de leur terre décupla. Mais à travers tout cela, la croissance, la prospérité, le chaos de l'éducation de 3 enfants, Silas et Clara s'accrochèrent à ce qui comptait le plus, l'un l'autre. Un soir, 15 ans après que Clara soit descendue de cette diligence, ils étaient assis sur leur porche à regarder le coucher du soleil pendant que leurs enfants jouaient dans la cour. Sarah avait maintenant 14 ans, belle et à la langue bien pendue comme sa mère. Leur fils James avait 12 ans et était déjà plus grand que Silas. La petite Emma avait 8 ans et était convaincue qu'elle pouvait faire tout ce que ses frères et sœurs aînés pouvaient faire. « Tu te souviens de notre première nuit ensemble? » demanda Clara en s'appuyant contre Silas. « Quand tu m'as dit que ce n'était qu'une transaction, j'étais un idiot. Tu avais peur, il y a une différence. » Clara sourit. « Mais regarde ce que cette transaction est devenue. » Silas regarda leurs enfants, leur maison agrandie, la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Je m'étais préparé à un mariage froid et sans amour. Je pensais que c'était tout ce que je méritais après avoir perdu Rebecca. Et qu'as-tu eu à la place? » « Tout, j'ai tout eu. » Il la serra plus près. « Tu m'as ramené à la vie, Clara. Tu m'as donné de l'espoir quand je pensais ne plus en avoir. Tu m'as donné une famille, un avenir, une raison de me réveiller chaque matin reconnaissant d'être en vie. Nous nous sommes donné ça l'un à l'autre. J'étais aussi perdu que toi quand je suis arrivé, aussi brisé, aussi convaincu que je ne serais plus jamais heureuse. » Clara se tourna pour le regarder. « Mais nous nous sommes trouvés et nous avons construit quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu construire seul. Le meilleur partenariat que j'ai jamais connu, la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais vécue. » Leurs enfants appelèrent, voulant que leurs parents règlent une dispute sur qui pouvait grimper le plus haut dans l'arbre. Clara rit et se leva pour arbitrer, mais Silas attrapa sa main. « Je t'aime, dit-il. Plus aujourd'hui qu'hier, plus demain qu'aujourd'hui. C'est ma promesse envers toi. Pour toujours, acquiesça Clara, quoi qu'il arrive. » Ils se dirigèrent ensemble vers leurs enfants, les mains jointes, le cœur plein. Ce qui avait commencé comme un arrangement désespéré entre 2 personnes brisées s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. Un partenariat construit sur l'honnêteté, renforcé par l'adversité et soutenu par un amour sincère. Le mariage froid et sans amour que Silas avait attendu ne s'est jamais matérialisé. Au lieu de cela, Clara lui apporta chaleur, passion, but et une vie d'amour qui dépassa tous les rêves qu'il avait osé faire. Elle avait pris ces murs soigneusement construits et les avait démolis brique par brique jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un homme capable d'aimer pleinement, de vivre complètement et de chérir chaque instant de la vie qu'ils avaient créée ensemble. Ce n'était pas seulement de la survie, ce n'était pas seulement se contenter de ce qu'ils avaient, c'était prospérer, c'était la joie. C'était exactement ce que tous 2 cherchaient sans le savoir. Un foyer, une famille et un amour qui durerait non seulement toute une vie, mais des générations. Leurs enfants raconteraient à leurs enfants de l'histoire de la fiancée par correspondance qui refusa d'accepter un arrangement sans amour et du veuf qui apprit que le cœur pouvait aimer à nouveau, plus fort et plus profondément qu'avant. Ensemble, Silas et Clara avaient prouvé que parfois, les plus grandes histoires d'amour ne commencent pas avec la passion, mais avec des mots honnêtes, un respect mutuel et 2 personnes assez courageuses pour choisir l'espoir plutôt que la peur, le partenariat plutôt que la solitude et l'amour plutôt que la sécurité d'un cœur vide.